Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Robert Piché, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Très content de te recevoir en tant que bel être humain qui a accompli plein de belles choses dans sa vie. Des belles et des moins belles. Un peu de tout. Je vais commencer avec mon intro qui est quand même assez longue parce que tu as accompli beaucoup de choses dans ta vie. Puis après ça, on va commencer notre belle discussion. Fait que tu avais un rêve d'être pilote d'avion international quand tu étais jeune. Puis en 1973, tu as obtenu ton diplôme de pilotage d'aéronef au cégep de Chicoutimi. Ensuite, plein d'événements sont arrivés, puis tu as été impliqué dans un trafic de drogue en transportant de la marijuana, de la Jamaïque aux États-Unis. Puis en 83, c'est là que tu t'es fait arrêter en Géorgie. Puis là, t'as fait de la prison, condamné 50 ans. Finalement, t'as fait 16 mois de mémoire, 1 an et demi, qui est quand même énorme en prison en Géorgie. Les gens, quand tu leur dis ça, ils disent « Ah, juste 1 an et demi. » Ouais. Tu iras juste 1 an et demi, ça va être fun. Bon, qu'est-ce que tu vas vivre? On va en reparler. Puis après ça, t'es embauché par Air Transat en 95. 96. 96? OK. Puis là, t'as piloté pendant quand même plusieurs années. Puis le 24 août 2001 est arrivée la situation qu'on connaît. T'étais commandant de bord du vol 236 de Toronto à Lisbonne. Puis t'as fait face à une situation quand même extrême, du jamais vu ou presque. Une fuite de carburant qui a arrêté les 2 moteurs. T'avais plus rien, puis t'as décidé par toi-même, je pense, d'atterrir justement aux Essarts après un vol plané de 19 minutes sur un gros avion A330, puis t'as sauvé 306 personnes au total. Incluant moi-même. Ouais, c'est ça. Ça compte quand même. Puis après ça, on t'a appelé le héros national qui a fait un accomplissement quand même incroyable en faisant ça. Puis de là, t'as partagé ton expérience depuis ce temps-là. Qu'est-ce que t'as vécu? T'as fait des conférences, tu t'es engagé dans des causes sociales. T'as aussi traversé les AA, fait que alcooliques anonymes. En 2010 aussi, ta grande vie est apparue aux écrans sur le film Piché entre ciel et terre qui a mis en lumière ton parcours. Puis en 2010, le livre Robert Piché, Aux commandes du destin est sorti. En 2002. 2002? La première édition est en 2002. Ah, c'est la réédition, OK, en 2002. La réédition en 2010 pour le film. C'est ça. Puis après... une autre réédition pour le 20e anniversaire. 2021. Donc, le 20e anniversaire. C'est ça. Ah ben, tabarouette, ça fait bien des affaires. Puis vous avez continué entre-temps toute l'aviation pendant tout ce parcours-là. Vous avez pris votre retraite en... 2017. 2017, ouais, c'est ça, exact. Puis là, aujourd'hui, vous continuez à faire des conférences, des podcasts. Ben ouais. Puis vous portez ce beau message-là. C'est quoi pour vous, ce parcours-là? Ça représente quoi pour toi, Robert? C'est un parcours que, quand le monde me dit, c'est tout un parcours, toute une histoire. C'est pas une histoire, c'est ma vie. Tu vois, puis il y avait des choses dans ma vie que j'ai initiées moi-même, puis ça m'a amené dans le trouble. Puis d'autres choses que j'ai pas initiées, puis ça m'a donné du bien. Tu comprends? Fait que les deux étaient pas compatibles, puis c'est pas des choses que j'ai faites en fonction d'eux. Comme quand je suis allé chercher de la dope en Jamaïque, je pensais pas de me faire arrêter. Ouais. Mais j'aurais dû le prévoir quand même. Tu comprends? Même si tu le prévois, t'es rembarqué dans une patente. Quand même, si tu y penses, t'es là maintenant, faut que tu fasses ce que t'as à faire. Puis je pensais pas que, en sortant de prison, qu'un jour, j'allais pouvoir, tu sais, si j'avais sorti de prison à un moment donné, puis tu m'avais dit, fais-toi-en pas, ta vie n'est pas finie, parce que moi, les portes étaient toutes fermées dans l'aviation, parce que j'étais très connu au Québec dans le milieu de l'aviation. Parce qu'il faut dire que les pilotes dans les années 60, quand je suis devenu pilote, on était juste un petit couple de Canadiens-Français, puis on ne pouvait pas accéder aux grosses jobs. Parce qu'il y avait juste Air Canada qui engageait dans ce temps-là, une compagnie nationale, puis engageait juste des anglophones. Fait que nous autres, on ne pouvait pas aspirer à ça, mais c'est devenu pareil avec l'histoire de l'aviation. Ça a changé, puis on est devenu pilote de gros porteurs. Mais si tu m'avais dit en sortant de prison en 85, ta vie n'est pas finie, fais-toi-en pas, tu vas redevenir pilote
commandant de bord d'un gros porteur. Puis en plus, cet avion-là va être full électronique, tout informatisé, chose qui était impossible quand je suis sorti de prison. Puis deuxièmement, en plus de tout ça, tu vas avoir une perte de carburant massive en plein milieu de l'océan Atlantique de nuit. Tu vas atterrir aux Açores, puis tu vas sauver la vie de 306 personnes, puis tu vas devenir un héros national, comme tu as mentionné. Je m'aurais dit, t'en fumes du bon, viens-t'en, on va en fumer ensemble, tu sais, parce que quelque chose qui était pratiquement impossible. Ouais. Puis c'est arrivé quand même. Mais qu'est-ce qui fait quand tu sors de prison, par exemple, là, comment tu gardes cet espoir-là de la vie, là, que la vie va finir par bien aller? C'est avoir confiance dans ses moyens, tu sais, puis sans vraiment penser d'avoir confiance, mais c'est faire confiance à la vie. Tu sais, moi, quand je cherchais de la dope, c'était pas pour faire du mal. C'est sûr qu'à un moment donné, le monde, ça allait mettre à fumer ce que j'avais emmené. Mais c'est pas dans cette optique-là, moi, que je l'ai fait. Moi, j'étais mis à pied d'une compagnie qui s'appelait Québécois, puis on voyait pas le jour de se faire réembaucher quand il y a eu la première crise pétrolière dans les années 70. Donc, je me suis fait mis à pied. Puis on était protégés 5 ans, mais on voyait pas le jour, puis il n'y avait pas de job, il n'y avait pas d'autres jobs au Québec à ce moment-là. Puis ça m'était offert. Étant un petit peu aventurier, téméraire, puis un peu en dehors de la boîte, le genre de gars que j'étais, je me suis fait offrir ça. C'était plus pour l'aventure que je suis allé que pour l'argent, tu comprends? Oh, ouais. Puis c'est sûr que ça donnait de l'argent, mais c'était pas ma motivation première. Ouais. C'est ça. C'est que je suis allé là sans vraiment penser, de manière naïve, puis je vais m'en sortir. Mais dans le fond, je me suis fait arrêter. Tu sais. Mais aujourd'hui, quand tu décortiques cet événement-là, je m'aperçois que si j'avais pas fait de prison, peut-être j'aurais pas été capable d'atterrir le vol 236 qui s'est passé 16 ans plus tard. Ouais, c'est ça, parce que ce que tu as vécu en prison t'a amené à vivre des situations extrêmement difficiles. Non, c'est surtout ce que j'ai développé en prison pour survivre ces événements difficiles-là. Ouais, j'ai développé beaucoup l'instinct, tu sais, savoir qui peut être une menace pour toi ou pas, sans que ça paraisse. J'ai parlé de l'adrénaline, parce que t'es toujours sur l'adrénaline, parce que l'attaque physique et sexuelle est présente 24 heures par jour. Oui. Puis moi, j'étais tout seul de ma gang. Tu sais, il y avait 800 prisonniers, 600 de race noire, 200 de race blanche. Puis je suis seul le Québécois. Fait que j'étais comme l'objet, là, tu sais. C'est quoi, nowhere, c'est quoi ce bébite-là? Tu sais, ça mange quoi en hiver, un Québécois, tu sais? Fait que j'étais un peu le cas particulier, tu sais. Puis l'instinct de survie, tu sais, t'es toujours sur le gros nerf. Puis ça, en plus, faut pas que ça paraisse quand t'es sur le nerf, parce que si ça paraît, tu deviens vulnérable. Fait que, tu sais, fait qu'à quelque part, il y a une game. À quelque part, quand tu rentres en prison, surtout dans mon cas, moi, il y a beaucoup de non-dits, de non-écrits qu'il faut que tu apprennes vite, puis il faut que tu fasses affaire avec. Mais j'ai toujours eu cette aptitude-là, depuis que je suis jeune, de m'adapter dans un milieu, soit chaotique ou hostile. C'est un peu une caractéristique que j'ai, tu vois. Comme quand je faisais face à une tempête en avion, on aurait dit que c'est dans ces situations-là que je réagissais le mieux, que mon caractère sortait le plus. Tu sais, il y a Dalai Lama qui a déjà dit, c'est dans l'inconnu que l'homme se réalise. Mais les gens, habituellement, quand ils sont élevés dans la Watt comme nous autres, aussi au Québec, parce qu'on est élevés dans la Watt, tu le développes pas, l'inconnu te fait peur plus que te réalise, tu comprends? Puis moi, j'avais cette capacité-là d'adaptation. Puis cette capacité d'adaptation vient surtout je pense, de ma mère. Ma mère, moi, à l'âge de 17 ans, elle venait d'un petit village dans le même milieu de la Gaspésie. Puis elle dit à son père, je m'en vais travailler à Montréal en 1933. Hey, pour une jeune fille de 17 ans, avec pas d'argent, pas de background, qui dit, je m'en vais travailler à Montréal, qui était la grosse ville dans ce moment-là, tu sais. Fait qu'écoute bien, il fallait qu'elle ait du front tout le tour de la tête. Puis elle n'est jamais revenue chez eux vivre. Ses frères et ses sœurs, qui sont mes oncles et mes tantes, eux autres, ils ont toujours grandi, puis ils ont toujours habité ce village-là. Mais ma mère m'a été la seule à partir par sortir du lot. Fait que ma mère elle avait déjà cette capacité-là d'adaptation que les autres n'avaient pas. Puis je pense qu'elle me l'a transmis. Est-ce que tu étais conscient de ça? Que tu avais cette capacité? C'est ça la beauté de la chose, c'est que tu le sais pas. Tu sais, comme moi, quand je suis rentré au cégep à l'âge de 17 ans, là, je fitais pas dans ce gang-là de futurs pilotes. C'était tous des gars qui étaient clean cut. Puis ça, moi, dans les années 70, j'étais un bum. J'avais les cheveux longs, puis je sortais, puis je courais les femmes, puis je prenais un coup de la patente, tu comprends? Fait que je fitais pas là-dedans. Mais j'ai su par après que j'étais un de ceux qui avait le plus de talent. Mais à 17 ans, tu sais pas que tu as du talent pour une patente, tu comprends? J'ai manqué de me faire mettre dehors à l'âge de 18 ans du cégep. Puis quand que le directeur évaluait
un élève pour mettre dehors, il sortait la fiche que son instructeur avait écrite sur lui pour voir s'il y avait des aptitudes ou pas en aviation. Il sortait sa fiche de l'école, du cégep, pour voir s'il était correct au point de vue des cours obligatoires au cégep. Puis là, il se faisait une évaluation, puis il disait, bon, lui, on va le remercier, tu vois. Moi, quand il a sorti ma fiche, l'instructeur, malgré que l'instructeur voulait me mettre dehors, il avait marqué « handling above average ». Ah ouais? Pour qu'il marque ça, puis en plus, il voulait me mettre dehors, c'est parce que je devais avoir une aptitude que lui, il a remarqué qu'il ne remarquait pas chez les autres. Mais moi, à 17-18 ans, je ne le savais pas. Tu sais, ça me Guy Lafleur, il savait-tu qu'un jour, il aurait la capacité de jouer dans la Ligue nationale puis devenir la vedette qu'il est devenu. Mais quelqu'un, il a dit à un moment donné, dans son parcours, d'un pee-wee, d'un bantam, il a dit, toi, un jour, tu vas jouer dans la Ligue nationale. Mais lui, il devait se demander pourquoi ils sont tous après moi. C'est sûr, j'ai scoré 200 buts, mais tu comprends? C'est juste ça. Mais c'est juste non, mais c'est parce que tu t'en rends pas compte. Tu comprends toutes les capacités que tu as. Puis c'est au fur et à mesure que tu vis, puis les événements se produisent devant toi, puis que de la manière que tu réagis à ces événements-là, pourquoi j'ai dit oui aller chercher de la dope? Tu comprends? Si j'avais dit non, peut-être que le parcours n'aurait pas été le même, c'est sûr. Ça, puis le 2,36 serait arrivé pareil, parce que c'est pas moi qui l'ai provoqué, le 2,36. Tu sais, la fuite de carburant a bel et bien existé. Fait que ça aurait été probablement un autre qui arrêtait là. Puis le cours de la vie d'Air Transat aurait changé. Parce que là, il y aurait peut-être eu un crash. Ouais, c'est ça. Puis Transat aurait-tu été capable de se remettre d'un crash? On ne sait pas. Oh, tous ces phénomènes-là auraient changé si tu n'avais pas fait. C'est ça, tu sais. Mais c'est tout le temps dur de réaliser ça quand on est dans un... Tu sais, juste en prison, là, tu dois te dire, maudit, pourquoi j'ai fait ça? T'sais. Non, tu n'as pas le temps. Ah non, t'as pas le temps de te le dire. Tu veux survivre. Parce que faut que tu survives. Tu sais, puis moi, je voulais sortir. Tu sais, quand je suis rentré premièrement, ils m'ont mis dans une petite prison de campagne parce que je me suis fait arrêter. Là. Puis là, de là, ils envoient ton dossier. Parce que l'État de Georgie, c'est un État prisonnier. Hein? Il y a 16 prisons, Georgie. Puis c'est là que toutes les guerres qu'il y a eu aux États-Unis, c'est un buffer zone qui envoyait les prisonniers en Georgie. C'est de même que la Georgie, c'est de même qu'ils ont fait leur argent, c'est avec les prisons. Tout le monde travaille dans les prisons quasiment en Georgie, tu vois. Ah ouais. Fait que moi, quand je suis arrivé là, je pense, tu sais, tu rentres dans la prison, puis là, il t'évalue. Tu rencontres un évaluateur, puis là, il te fait passer des tests. Il me fait passer un test psychométrique. Moi, j'étais déjà pilote d'avion professionnel, fait que le handling, puis la motricité, puis penser, puis réagir, je l'avais déjà. Oui, là, il était surpris de mon résultat. Pour du temps, le monde qui arrive dans son bureau, c'est des gars à moitié dopés, puis à moitié qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, qui ont été élevés à coups de poing et à coups de pied, puis ils viennent de la rue. Fait que c'est sûr que ce rapport-là, ils l'ont peut-être pas. Ils te demandent des questions mathématiques. Moi, le calcul mental, je l'ai parce que ça prenait ça quand on était jeune de devenir pilote. Fait que déjà là, je l'ai surpris. Puis il m'a posé la question, c'est la grammaire anglaise. Moi, j'ai appris mon anglais à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario. Fait que la base, je le parlais peut-être pas parfaitement, mais la base, je l'avais très bien. Fait que j'ai pété des scores dans tout ce qu'il m'avait demandé de faire, tu sais. Puis j'ai jamais vu quelqu'un qui me pète des scores dans toutes les épreuves que je t'ai demandé. Il dit, c'est quoi ton objectif? Moi, mon objectif, c'est de sortir d'ici le plus vite possible. Là, il revenait pas de ça, tu comprends? Mais moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Mais non, naïvement, le monde ne sont pas tous comme toi. Tu sais. Il y a du monde qui sont un petit peu différents. Tu sais. C'est comme, pour être pilote d'un gros porteur, il y a une certaine ligne, tu sais, il y a un certain minimum qu'il faut t'atteindre pour devenir commandant de bord. Il y en a qui sont un petit peu en bas, ils ne le seront jamais. Il y en a qui sont à cheval dessus. Il faut qu'ils étudient, il faut qu'ils se pratiquent pour rester au niveau. Mais il y en a d'autres que le niveau, c'est même pas important qu'ils l'ont inné, tu comprends? Mais c'est intéressant ce que tu dis, qu'on pense que tout le monde est comme nous. Ouais. On voit pas souvent notre différence, notre force. Non, non. Puis c'est dans des situations un peu comme ça. C'est quand t'es éprouvé que tu t'en rends compte. T'as toujours l'inconnu, tu vois, quand t'as l'inconnu, que c'est là l'homme se réalise, tu vois. D'où l'importance de sortir notre zone de confort. On parle souvent de ça. Mais des fois, c'est la peur qui te fait parce qu'on vit trop bien au Québec, tu sais. Regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Puis au Québec, on est en train de se parler de toi et moi dans un podcast, là, pour le mieux-être et le bien-être.
Mais pas si loin que ça, là. Il y en a qui, ça fait peut-être 2 ans qu'ils n'ont pas pris une douche, mais bien chaud. C'est Ou sûr. ben non, qu'ils n'ont pas eu un repas à leur goût, tu comprends? Ou qu'ils sont dans une tranchée, tu sais, depuis 24 mois, accroupis dans le fret, dans l'humidité. Tu sais, c'est pas si loin que ça. Non. Pourquoi que ça se passe de même en 2024? Que nous, on est bien, on peut être en train de préparer les fêtes de Noël, puis on pense à ce qu'on va faire. Tu sais, mais c'est débile que nous autres, on est capable de réaliser ça. C'est comme là, j'arrive de la chasse, tu sais, j'étais allé à la chasse avec mes partenaires. Bon, on est là pour tuer un animal du côté sportif pour pouvoir manger, mais on n'a pas vraiment besoin pour manger. Non. On a juste allé à l'épicerie pour s'acheter ce qu'on a de besoin. Mais il reste toujours qu'il n'a pas si loin que ça. Les autres, leur gun, c'est pas pour tuer des animaux, c'est pour tuer des êtres humains. Tu comprends? Quand tu penses à ça, il y a de l'injustice dans le monde aujourd'hui, c'est pas croyable. T'sais. Ouais, puis en même temps, c'est plus philosophique, là, mais tu sais, je crois, moi, en tout cas, que des fois, dans la vie, dans la société, on a tous des niveaux qu'on a besoin d'apprendre, puis il y a des gens qui sont à des niveaux, justement, que lui, il a besoin, entre guillemets, de cette injustice-là, un peu comme ce que tu as vécu, tu avais besoin d'aller en prison pour apprendre des choses pour plus tard. Non, mais ça, tu le sais pas. Non, c'est ça, tu le sais pas, mais... C'est ce que les expériences que j'ai vécues en prison, parce que j'ai eu 2 attentats sur moi en prison, puis j'ai réussi à m'en sortir. Ça m'a développé mon instinct de survie, puis mon adrénaline, faire face à ta propre mort. C'est pour ça que je dis que 16 ans plus tard, quand le 2e moteur a arrêté, le monde, il dit « Hey, tu t'as dû avoir peur, mais c'est pas de même que ça se passe. » Tu sais, c'est le subconscient le prix, lui, la peur que j'ai eue de mourir en prison, qu'il fallait pas que je montre à personne que j'avais peur de mourir, parce qu'il fallait que je confronte celui qui mettait ma vie en danger. Puis moi, je viens pas de la rue, moi, là, j'ai une éducation tout à fait normale. J'ai des parents qui m'aimaient, j'ai rien manqué de rien, là, tu sais. Je viens pas d'une famille dysfonctionnelle, tu sais. Puis il reste toujours que j'ai fallu que je fasse face à ça. Puis 16 ans plus tard, quand le 2e moteur a arrêté en plein milieu de l'océan Atlantique de nuit, c'est sûr que le subconscient m'a dit « Hey, t'as déjà eu peur de mourir déjà, non? J'ai déjà un dossier, tu comprends? M'a te donné l'adrénaline que tu as eu de besoin en prison pour t'en sortir. M'a te donné le même taux d'adrénaline, là, parce que le subconscient marche avec l'émotion, il marche pas avec la situation. Puis vu que j'ai eu l'émotion de la peur de mourir comme j'ai eu en prison, mais 16 ans plus tard, j'ai été rechercher une poussée d'adrénaline qui m'a permis d'atterrir cet avion-là. Puis ça s'aurait-tu passé de la même manière pour un gars qui aurait été un pilote avec un cheminement un peu plus normal que le mien? Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, on ne saura jamais. Ça, on ne saura jamais. Ouais. Mais ça m'intrigue là, pendant ce vol-là, vol plané, là, que là, tu sais, tu n'as plus de moteur, tu sais pas trop comment atterrir. Tous les passagers sont au courant de ça. Psychologiquement, là, mentalement, comment tu penses, comment tu vis ça? Ça revient à ce que je te disais tantôt. Moi, tu me mets dans un chaos, puis je fonctionne très bien. Tu sais, moi, tout le monde me demande, c'est quoi ta destination prisée à travers le monde? Moi, ça fait 5 fois que je vais en Inde avec ma femme parce que j'aime l'Inde. J'arrive en Inde, tu me mets dans le milieu, puis c'est un chaos qui fonctionne. Puis moi, dans un chaos, me le fait fonctionner. Tu comprends? Tout de suite, mes repères, ma force d'adaptation que je te parlais au début. Tu sais. Fait qu'il reste toujours que quand le 2e moteur a arrêté, puis on a plané pendant 28 minutes de temps, quand tu lis ma biographie, tu t'aperçois que j'ai toujours couru après ça. Tu sais, moi, à l'âge de 20 ans, quand ils m'ont dit qu'il faut aller apprendre l'anglais pour faire un pilote, j'ai fait le tour de l'Amérique du Nord sur le pouce, tout seul avec 40$ dans mes poches. J'étais parti 6 mois. Parce que si je partais avec quelqu'un d'autre, j'aurais pas appris l'anglais. En y allant tout seul, mais ça, faut que tu veuilles y aller. Tu sais, là, tu sais que tu vas faire face à des situations, tu vas être tout seul, là, ta gang, à 40$, tu vas pas tellement loin. Fait que j'ai trouvé de travailler en chemin, puis c'est de même que j'ai appris l'anglais, puis je suis revenu au bout de 6 mois. Je parlais assez anglais pour devenir pilote. Déjà là, en partant, dans ma jeunesse, j'étais un gars qui voulait aller de l'avant, puis était curieux, puis qui voulait vivre des expériences spéciales, tu vois. Puis je me mettais dans ces expériences-là spéciales pour pouvoir me développer moi-même. Mais c'était pas une manière de penser pour me développer. Il faut que je me mette dans des... C'était naturel. C'était naturel, puis ça venait naturellement, un peu comme ma mère à 17 ans. C'était un peu ça que j'ai retenu d'elle. Mais au-delà de la capacité d'être capable de gérer cette situation-là, t'as des pensées, là. T'as 28 minutes à penser. Tu dois avoir justement des
des pensées à travers ce 28 minutes. Non, c'est que j'ai réfléchi comment j'allais faire pour atterrir cet avion-là. Tu sais, quand tu vis un problème, que ce soit dans n'importe quel domaine, à n'importe quel niveau, bien souvent, la porte de la solution est fermée. Mm-hmm. Puis là, tu dis, ben comment m'en faire pour régler ce problème-là? Puis là, tu te dis, ben m'en parler avec mon collègue. Des fois, tu ne veux pas en parler à ton collègue, lequel qui est impliqué avec toi dans le problème, parce que tu as peur de perdre la face. Vu que tu ne sais pas comment le résoudre, ton problème. Puis tu es supposé, entre guillemets, le savoir parce que tu es le responsable du problème. Ah, c'est ça. Tu es responsable du département où il y a le problème. Ou le problème avec ta conjointe, le problème avec un directeur d'école, avec un enfant, avec un collègue, avec un patron. C'est n'importe quel genre de problème. Mais des fois, tu n'oses pas en parler parce que tu as peur de perdre la face. Puis on est tous pareils. On a tous un ego, un orgueil, puis on a peur de ça. Mais quand tu avances dans le problème, puis tu te mets à en parler, puis tu t'aperçois que, comme moi, je me suis aperçu que l'avion, là, elle ne descendait pas à 5000 pieds minute. Parce que moi, quand le deuxième moteur a arrêté, j'étais à 33 000 pieds, puis on était à 160 km de l'île. C'est sûr qu'à base, en partant, quand tu regardes ça, à la base, plus de moteur, tu as un avion qui pèse 155 tonnes, tu es 160 km d'un île, ben tu vas cracher dans l'eau. Puis si tu craches dans l'eau, ben les chances de survie sont très, très, très minimes. Tu comprends? Parce que de l'eau, ça se compresse pas. Hein? C'est pas comme du béton, c'est plus fort que du béton. Mais quand le deuxième moteur a arrêté, j'ai réalisé que l'avion ne descendait pas 5000 pieds minute. J'ai réalisé que cet avion-là pouvait planer. Puis ça te donne un espoir. Puis là, t'as un espoir. L'adrénaline vient te chercher un petit peu. Tu dis, la porte commence à s'ouvrir. Au moins, je suis capable d'handler la machine, de la manœuvrer pour la garder dans les airs. Tu comprends? Le plus longtemps possible parce que l'altitude devient mon fuel, devient mon essence, mon carburant. Puis, j'ai pas suivi la procédure parce que la procédure d'Airbus, c'est de descendre à 20 000 pieds. Mais j'ai pas voulu la descendre. Puis le copilote n'arrêtait pas de me dire, il faut descendre. Je dis, non, on reste dans les airs. Parce qu'il n'y a pas de terre en bas. Là. Tu sais, j'ai été blâmé d'ailleurs pour ça, sachant que si j'avais descendu à 20 000 pieds, on serait tous morts aujourd'hui. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est un autre sujet. Là. Puis c'est là que je me suis aperçu que l'adrénaline est venue me chercher tranquillement, pas vite. Puis plus que je gardais l'avion dans les airs, plus je m'approchais de l'île, plus que je savais que j'allais me rendre à l'île. Quand j'ai su que j'allais me rendre à l'île, là, l'adrénaline vient te chercher 2 fois plus. Ton taux d'adrénaline augmente. Puis là, je me suis dit, au moins, je vais atterrir sur une plage, sur une route, dans un champ. Je n'atterrirai pas dans l'eau. Au moins, c'est sûr, m'a cassé l'avion en 10 000 morceaux, mais au moins, m'avoir une surface pour atterrir. Puis à un moment donné, quand j'ai su que je me rendrais à la piste d'atterrissage, d'après la distance et l'altitude que j'allais et de la manière que la machine se manœuvrait, que l'avion manœuvrait, là, l'adrénaline est venue me chercher d'une manière naturelle à l'extrême. C'est un feeling extraordinaire de ressentir l'adrénaline pour sauver ta propre vie dans une situation catastrophique d'une manière naturelle. Le gars qui saute avec son parachute 5 000 fois à 13 000 pieds ou à 20 000 pieds, au bout de 5 000 sauts, il dit, bon, je suis tanné de sauter à 15 000 pieds, moi, là. Je vais monter un pylône d'Hydro-Québec à 300 pieds, moi, je suis en bas, puis mon parachute est supposé prendre 150 pieds pour ouvrir. Ça va me donner de l'adrénaline. Lui, il essaie de provoquer une adrénaline dans une circonstance qui peut mourir, parce que si le parachute n'ouvre pas, il est fait. C'est ça. Tandis qu'à 20 000 pieds, si son parachute n'ouvre pas, il y a son secours. Tu sais, il y a un plan B, mais là, sur l'hydro, il n'y a pas de plan B. Au bout d'un immeuble, il n'y a pas de plan B. C'est ça qui fait son adrénaline, mais il ne va pas la chercher d'une manière naturelle, il la provoque. Moi, je l'ai eu d'une manière naturelle, au maximum, ce que l'être humain ne peut pas développer pour son instinct de survie soit développé au maximum pour se sortir de la situation catastrophique qu'il ne faut pas qu'il meure, tu sais. Parce que l'esprit, là, lui, qu'est-ce qu'il veut te garder? C'est toujours en vie. Ton corps, ton esprit va tout faire pour te garder en vie. Tu sais, le 11 septembre, quand il y a du monde se jetait de la 40e étage, puis se jetait en bas, c'est pas logique. Mais le gars, il y a le feu qui s'en vient, puis... Tu veux que je fasse? Non, mais l'esprit lui dit, il faut que tu te jettes en bas, parce que la prochaine seconde, tu vas te jeter en bas, tu vas être vivant. Tandis que si tu restes ici, tu vas être mort. Fait que le gars, sans penser, c'est l'esprit qui prend le contrôle de son corps, il se jette en bas, puis chaque seconde qu'il descend, il est vivant. Mais l'esprit, il sait pas quand il va arriver à bas qu'il va mourir. Tu comprends? Mais c'est ça. Sa réaction chimique, entre guillemets, il fait sauter. C'est ça. Fait que moi, quand j'ai su que j'allais tenter un atterrissage sur la piste, l'adrénaline. Tu sais, Tiger Woods, il a déjà dit avant ces événements désastreux qu'il a vécu, là, quand il était le top numéro 1, il y a un journaliste qui a déjà demandé
comment tu fais pour être le meilleur dans un sport de blanc, puis tu gagnes toujours par un coup ou deux? Ben, dis-moi, c'est pas compliqué. Les week-ends que je gagne un tournement, je rentre dans une zone, puis dans cette zone-là, je deviens un club. Fait que je fais un avec mon club. Je sais que quand je vais frapper à la balle, je sais combien de distance qu'elle va aller parce que le club me le dit. Il dit, je fais un, je deviens le club. Tu comprends? Ben moi, pendant 18 minutes, là, je suis devenu l'avion. Ouais, tu rentres dans une zone qui est dure à expliquer puis est dure à comprendre pour le commun des mortels qui n'a jamais vécu une expérience de même. Mais moi, l'avion, là, les ingénieurs de l'Airbus sont venus me poser des questions pour la réaction de l'avion quand il n'y avait plus de moteur. J'ai dit, je peux pas vous répondre, je suis devenu l'avion. S'il fallait que je mette 3500 livres sur le yoke, sur le joystick, pour pouvoir tourner à gauche, ben, je me posais pas la question, j'ai tué 3500 livres. Moi. Si c'était 30 livres, j'avais 30 livres. L'avion faisait ce que je voulais que l'avion fasse. Tu comprends? Parce que j'étais l'avion. Mais c'est dur à expliquer, puis il faut faire attention quand je l'explique pour pas que le monde me prenne pour un illuminé. Tu comprends? Mais c'est le feeling que j'ai eu qui m'a permis d'atterrir cet avion-là. Parce que d'une manière simple, j'ai une piste d'atterrissage en avant de moi, j'ai un avion que je suis capable de manœuvrer à 30 de sa capacité, puis j'ai une piste en avant qu'il faut que j'atterrisse comme j'atterris toujours du premier coup. Ben, d'une manière simple, j'ai juste à atterrir. C'est un peu ça, grosso modo. C'est ça. Mais c'est ça qui est arrivé. Puis c'est sûrement la même chose, mais qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas descendu selon les principes d'être transat, puis que tu n'as pas écouté la tour de contrôle qui t'a dit, je me rappelle pas quoi, que tu t'es fié à ton instinct? Ouais. C'est-tu juste l'instinct de dire, je dois faire ça, j'ai aucune idée pourquoi, mais je fais ça? Tu poses même pas la question. Tu le sais. L'adrénaline mélangée avec ton instinct et ton expérience dans le domaine, puis l'expérience de vie générale, te fait dire que tu sais, j'étais dans le pire des situations qu'un être humain ne peut pas être. Des 306 personnes dans cet avion-là étaient dans la pire situation de leur vie. Puis en tant que pilote d'expérience, j'étais dans la pire situation d'un pilote d'expérience. Puis à l'autre bout de l'échelle des émotions, j'avais le contrôle de la situation. C'est tout un feeling. Oui, tu comprends? C'est tout un feeling que tu sais que ça va bien se passer. M'en demande pas pourquoi, mais tu le sais. Parce que l'adrénaline vient te chercher, la situation, ton expérience, tout ça mélangé ensemble fait que tu sais que tu vas t'en sortir. Puis est-ce que c'est cette façon-là que tu parlais au copilote aussi? Ou quand vous parliez ensemble, il y avait une certaine peur? Comme je dis tout le temps, j'avais pas le temps d'y compter ma vie. Tu comprends? C'est ça. Parce que de toute façon, il savait pas que j'avais fait de la prison à ce moment-là. Là. Il aurait eu peut-être plus peur si j'avais compté ma vie. Là. Mais il resterait toujours que dans une situation de même, il y a un leadership, il faut qu'il ressorte, que le gars croit que tu vas t'en sortir. Et puis, tu n'as pas le temps d'y compter pourquoi qu'il faut que tu sais que tu vas t'en sortir. Mais il faut que ton mimique, ton facial, la manière que tu parles, la manière que tu agis, que lui, en t'écoutant, en te voyant, il se dit, je ne pourrais pas faire mieux que lui. C'est sûr qu'il a de l'air tellement sûr de lui, moi le suivre. C'est ce qui fait, la différence. Comme des fois, je donne comme exemple. Tu es à la guerre, puis ton lieutenant, là, il y a des tirs croisés dans un boisé, puis il faut que tu passes ce boisé-là. Ouais. Puis le lieutenant dit, nous-en, on va passer à travers, puis suivez-moi, on va sortir vivant. Quand tu le dis, il faut que tu aies une conviction dans ta parole, tu sais, que tu convainques les autres. C'est tabarnouche, ça tire tous les bords, tous les côtés, puis lui, il a de l'air à dire que c'est pas grave. On va y aller, puis tu t'en sors. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un leadership de développer sur le moment. C'est pas une affaire que tu pratiques, c'est pas une affaire qui t'enseigne, c'est pas une affaire que tu étudies, c'est une affaire que tu l'entres dans toi-même selon ton expérience, ton instinct, puis la situation dans laquelle tu es, qui te fait dire tu vas t'en sortir. Tu sais, il y a un fameux écrivain qui a déjà dit l'homme brave n'est pas plus brave que la moyenne des gens. Il laisse 5 minutes de plus. Tu comprends? Ça veut tout dire, tu comprends? C'est ça. C'est quand j'ai parlé à mon premier officier, vu que j'avais pas le temps, puis moi, il fallait que je voie comment figurer ce patente-là, puis qu'il fallait que j'étudie dans ma tête la distance, la hauteur, la vitesse, l'avion, comment qu'elle se comportait, puis tout, pour être sûr de pas manquer mon coup. J'avais pas le temps d'y parler, tu sais. Mais il devait avoir le peu que je disais, puis la manière que j'agissais, il devait se dire, tabarnouche, il a l'air sûr de lui, pas à peu près. Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, des fois, on dit fake it until you make it. Mais là, toi, c'est pas ça, là. Tu sentais profondément que c'était ça que tu devais faire. Fait que c'est un peu ça, l'intuition, puis toute l'expérience de ce que tu as vécu, de ce que tu as fait comme. Moi, j'ai toujours marché par instinct, observation, puis mémoire.
J'ai jamais été un gros studieux. Je suis pas capable d'étudier. Tu me donnes une page, là, puis je vais tomber endormi au 2e paragraphe. Mais montre-moi comment ça fonctionne, puis je vais m'adapter. Encore ma force d'adaptation. Tu sais, quand j'ai commencé à piloter à l'âge de 20 ans, 2 mois après, j'ai un de mes collègues qui a craché. Puis il est pas mort, là, mais il y a personne qui est mort dans le crash, mais il a perdu sa job, perdu sa licence, tout. Puis j'ai été promu à sa machine sans expérience. Puis le patron de la boîte, pour me voir s'il pouvait me donner la machine, puis je partais d'un 6 passagers à 8 passagers. OK. À 20 ans, c'est gros. Là, ouais, okay. J'en ai piloté des 375 mais passagers, mais à 20 ans, 8 passagers, là, c'est gros. C'est une grosse promotion. Puis surtout qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience. Puis il m'a emmené dans la même situation que celui qui venait de cracher. Tu comprends? Il m'a bandé les yeux. On a décollé avec l'avion, il m'a bandé les yeux. Il m'a mis dans la même situation. Puis là, il m'a enlevé mon bandeau, puis il a atterri l'avion. Puis moi, j'étais un handler de né. Ouais, mais je ne savais pas que j'étais un handler né. Je te dis ça là maintenant parce que je le sais. Mais puis j'ai viré la machine, puis je l'ai atterri. Il dit OK, c'est toi qui es commandant ça sur ta machine. C'est bizarre, tu comprends? Mais de la manière que j'ai fait, cette journée-là, pour pouvoir lui prouver que j'étais capable de piloter cet avion-là, j'ai fait la même chose dans le vol 236. Pour descendre les roues, j'ai commencé à zigzaguer parce que lui, il m'avait mis dans une altitude trop haute pour pouvoir atterrir. Puis pour perdre mon altitude, pour rentrer sur la piste qu'il m'avait demandé d'atterrir, il a fallu que je fasse des zigzags pour perdre mon altitude et perdre ma vitesse, puis descendre mes volets et mes roues. Mais j'ai fait la même chose en 2001, la 24 roues, avec l'appareil, comme si que c'était un déjà-vu. Une pratique que j'avais déjà eue. Tu comprends? Oh, wow. Non, c'est je suis curieux, est-ce que tu as déjà fait de l'anxiété jeune ou aujourd'hui? Ah, mais des gars comme moi, on est anxieux tout le temps. Hein. Ah, ouais? Ah, ben oui, l'anxieux, tu sais, tu te fais des scénarios, puis tu sais jamais si tes scénarios vont fonctionner, puis ne fonctionneront pas. Tu sais. C'est une déformation professionnelle. Quand tu arrives, mettons, à Londres, il y a 300 avions dans le ciel, puis des orages électriques, ça pète à gauche par à droite, puis ton copilote, c'est son premier vol. Fait que lui, il est déjà tout énervé, puis il est complètement en arrière de la machine parce que c'est son premier vol, malgré que c'est un pilote à part entière. Tu sais. Puis là, ben, comment tu fais ça? Ben, faut que tu fasses des scénarios. Moi, j'étais un spécialiste des scénarios dans ma job. Mais quand tu arrives dans ta vie personnelle, la déformation n'est pas dure à faire. Fait que tu deviens avec des scénarios tout le temps, tu comprends? Fait que, à quelque part, le scénario te rend toujours anxieux. Parce que faire une vie à 100 000 à l'heure comme j'ai fait dans ma vie, tu sais toujours que tu vas manger des coups de poing, tu sais, tu vas manger des claques d'en face, des coups de batte, puis des jambettes, puis même tu te mets des bâtons toi-même dans les roues pour montrer que tu es plus en vie. Tu sais, la curiosité chez l'être humain, c'est ce qui montre que tu es en vie. Tu sais, je m'occupe beaucoup, tu parlais tantôt dans l'introduction que je m'occupe des associations anonymes, les itinérants alcooliques toxicomanes. Puis bien souvent, le rapport de la drogue et de la boisson, c'est pour te donner un kick comme quoi tu es en vie. Tu comprends? Montrer que... Parce que la vie, quand on en regarde, toi puis moi, on en parle de la vie, là, de manière peut-être simple, sans rentrer dans la psychologie profonde. Là. Tu vis au monde, tu vis puis tu meurs. Ouais. Entre toi puis moi, c'est ridicule comme principe. Tu sais? Fait qu'est-ce qu'on essaie de faire entre les deux, entre ta vie et ta mort, ta naissance et ta mort? Tu essaies de mettre un sens à cette vie-là. Ouais. Mais tu sais que peu importe le sens que tu vas y donner, ça va finir par ta mort. C'est sûr. Fait que, tu sais, le voisin, pourquoi il me fait chier avec ça? Son petite poubelle qui est 2 pieds trop de son bord que de mon bord à moi. Tu comprends? Ouais. Parce que lui, dans sa vie, ça va peut-être pas bien. Puis le fait que ma poubelle est 2 pieds sur son terrain, il se sert de ça pour me montrer que ça va pas bien dans sa vie. Tu sais? Ça lui donne une raison d'aller moins bien aussi. C'est ça, tu comprends? Ouais. Fait que lui, il n'a pas pensé à sa patente encore. Ben, à un moment donné, il va peut-être y penser. Tu sais, Puis est-ce que tu crois à la réincarnation? Peut-être pas une réincarnation comme on le pense, là, que je redeviens Robert Piché dans 300 ans. Mais quand tu regardes le progrès de l'être humain, il faut qu'il y ait des suites. Il faut qu'il y ait une suite. Ouais. Plus une suite qu'une réincarnation. Tu sais, pour inventer ce que l'être humain invente aujourd'hui, il a fallu qu'il y en ait un qui commence. Tu comprends? L'autre qui a dit que la Terre était ronde puis s'est fait arracher la tête. Je veux dire... fallait qu'il soit convaincu en maudit que la Terre était ronde. Il me semble que j'aurais dit à la dernière minute, vous avez raison, elle est plate. Je suis d'accord, je suis d'accord, je me suis trompé. Mais non, mais lui, il a eu ses convictions jusqu'à la fin, puis ils ont coupé la tête. Tu sais, je veux dire, c'est. Pas encore aujourd'hui, il y en a qui pensent que
La Terre est plate. Mais pour qu'il y en ait un qui a dit que la Terre était ronde, lui, quelqu'un a repris son étude, ses calculs, puis exploité ça, amené ce qu'on connaît de l'astronomie aujourd'hui. Tu sais, la même chose, les industries. Aujourd'hui, tu travailles dans la construction. Je suis certain que tu pourras me donner des exemples d'évolution de la construction d'aujourd'hui. Mm-hmm. Maintenant, quand tu construis un bloc, ça se construit plus comme dans le temps. Fait que, tu sais, les normes de sécurité ont augmenté. Oui, c'est correct. Des fois, ça va peut-être un peu trop loin, mais il reste d'autres que la base, ça a changé complètement maintenant, tu sais. Ouais. Les normes de feu, les normes d'inondation, les normes de tremblement de terre, tout ça, ça a changé. Mais ça, il y a une évolution. Il y a une suite à cette évolution-là, qu'il y en a toujours un qui part une patente, puis l'autre la reprend, puis il la développe, puis l'autre la reprend, il la développe. Oh, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme un progrès, mais ce progrès-là, il vient d'où? Tu sais, c'est pourquoi ma mère, moi, je te parlais de sa capacité d'adaptation à 17 ans. Elle ne sait même pas, elle veut sortir de son patelin, puis elle veut aller voir la grande ville. C'est ça. Mais elle ne sait pas qu'elle a un pouvoir d'adaptation, parce que ça en a pris un à ce moment-là. Ben, c'est sûr. Mais ça venait d'où? Fait que si je ferais l'arbre généalogique de ma mère, j'ai peut-être un arrière-grand-père que lui, quand il est embarqué sur le bateau en France, lui, c'est lui qui a mené. C'est ça. C'est lui qui a amené toute la gang sur le bateau. On ne sait pas. Tu comprends? Ouais. Parce que pour moi, je crois à la réincarnation, mais dans le sens que je trouve que c'est plus facile de donner un sens à ta vie quand tu sais que ça continue après ça. Oh, mais maintenant que tu arrives après ça, mais il n'y a pas de réincarnation. Ben, c'est pas grave, j'aurais cru que c'était bon le temps que je suis là. Peut-être que tu t'en apercevras même pas non plus. Tu comprends? Non. Fait que si tu essaies de vivre sur ce principe-là maintenant qui est complètement inconnu, comme le monde, moi, il me demande tout le temps, moi, je suis alcoolique, ça fait 23 ans que j'ai arrêté de consommer. Il me demande tout le temps, veux-tu jouer à gambler? Moi, je suis pas capable de gambler parce que c'est trop laissé au hasard. C'est correct qu'un coup, tu as les cartes dans les mains, puis là, tu veux gambler avec l'autre, puis tu peux faire ton poker face, peu importe ce que tu vas faire, puis ça va te faire gagner de l'argent. Le gars, tous les joueurs de poker vont dire qu'ils viennent chercher une adrénaline. Hein? Encore là, c'est de la fausse adrénaline. Moi, je l'ai vécu, la vraie adrénaline. Je le sais c'est quoi. Mais lui, il essaie de provoquer un petit peu d'adrénaline en se fiant sur quelque chose qui est complètement aléatoire, que tu peux pas prévoir. Tu comprends? C'est qu'à quelque part, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est-tu correct de donner un sens à ta vie en pensant que le sens de ma vie, c'est que je vais être réincarné à un moment donné? T'sais? Ouais, non, je suis d'accord. C'est juste que dans le sens, si tu sais que ce que tu fais en ce moment t'aide à évoluer, puis plus tard, moi, je crois que je suis réincarné en peu importe je suis quoi, mais j'ai évolué dans ma vie aujourd'hui pour une raison au moins, tu sais. Ben moi, je pense pas que je fais quelque chose qui va permettre à l'évolution d'avancer dans le monde. Comme là, j'ai 3 enfants qui veulent pas avoir d'enfants. Donc, il y aura pas de suite à moi. Tu comprends? Oui. C'est que moi, j'ai bien l'impression que le moule, il s'arrête là. Tu comprends le genre de gars que je suis? Ce que j'ai accompli dans ma vie, là, tu sais. Ce que j'étais capable d'accomplir sans penser que c'était de l'accomplissement pour moi, mais ce que j'étais capable de me sortir dans tous les problèmes que j'ai eus dans ma vie, ça va s'arrêter là. Cette personne-là, cette personnalité-là, cette capacité d'adaptation, cette intelligence-là, puis la naïveté que j'ai, puis tout ça mélangé ensemble, il n'y aura pas de suite à ça, parce que mes enfants, à moi, j'ai juste la dernière, que peut-être qu'elle va changer d'idée, parce qu'elle a juste 28 ans, là, mais il reste toujours que ça va s'arrêter là. Qu'elle va être où ma réincarnation à moi, tu sais? C'est qu'il n'y aura pas de continuité, tu comprends? Fait que je peux pas me baser sur quelque chose que je sais pas et que je connais pas. Tu sais, comme quand je suis rentré en prison, c'est quelque chose que je connaissais pas, mais j'ai compris vite qu'il y avait des noms-dits, des noms écrits. C'est bien beau suivre les règlements que l'administration te donne, carcérale, que l'administration carcérale te donne, mais en dehors de ça, quand tu rentrais dans le bloc cellulaire, puis qu'à 8 heures, il fermait les portes, puis à 11 heures, il était dans une lumière, mais entre 8 et 11, c'est là que ça se passait. C'est là que la vraie vie commençait. Pendant la journée, tu travaillais, puis tout le monde était discipliné, tout le monde était surveillé, tout le monde. Mais entre 8 et 11, là, c'était le free for all, tu comprends? C'est là qu'il fallait que tu survives. Fait que, tu sais, à quelque part, c'était du tangible que je voyais et que je pouvais m'adapter. Tandis que tu me donnes tu crois pas à ce que tu vois pas. Mais non, je peux croire à des choses que je vois pas, mais il faut que je les ressente
dans mon instinct. Tu comprends? Parce que j'y reviendrai, mais là, ça me fait penser à... Tu parles de puissance supérieure. Ouais. Je pense que c'est dans les AA que t'as appris un petit peu ce... Non, je l'ai toujours eu, ça. Ah ouais, OK. Parce que moi, je viens de l'éducation catholique, puis je me suis toujours fié à mon instinct. Puis quand tu te fais à ton instinct, c'est ce qu'on essaie de démontrer dans les associations anonymes, que faut que tu décrives Dieu de la manière que tu le conçois. Ouais. Puis tu dis, on l'appelle la puissance supérieure maintenant parce que quand on parlait de Dieu, ça faisait peur à certaines personnes. Puis un alcoolique, il ne faut pas que tu lui fasses peur. Parce que lui, il va dire, il parle de Dieu, c'est de la merde, puis il va continuer à consommer. Oui. Il va se donner une raison, vu que tu parles de Dieu, de continuer à consommer. Faut pas que tu lui donnes une raison à l'alcoolique de consommer. Fait que là, on a commencé à parler de la puissance supérieure, tu sais. Puis ça, je donne bien des exemples. Comme le vol 236. Moi, j'avais une route de prévue pour traverser l'Atlantique. Je m'en allais au sud de l'Europe. Le contrôle aérien de Gander, qui nous contrôle la moitié ouest de l'Atlantique, m'a demandé de me dérouter 60 000 au sud de ma route. Donc, ça me rapprochait 60 000 au nord des Açores. Ben, si j'ai pas ce déroutement-là, j'atterris pas l'avion aux Açores. Mm-hmm. Tu comprends? Je suis trop loin. Puis ce que tu dis en plus, c'est que c'est quand même rare qu'ils te déroutent. Ben, en 22 ans de carrière chez Transat à traverser l'océan Atlantique, je me suis jamais fait dérouter avant et après. Tu comprends? Ça fait qu'à quelque part, j'ai accepté le déroutement, puis c'est ça qui a sauvé ma vie, parce que la seule manière que ça pouvait arriver, un sauvetage de 306 personnes, c'est sur un Toronto-Lisbonne avec un déroutement de 60 000 au sud. Mm-hmm. Tu comprends? Ça, c'est pas moi qui l'ai demandé. Fait que c'est qui l'a demandé? C'est pas le hasard. Ben, c'est pas du hasard. Puis sur les 150 capitaines, commandants de bord potentiels pour faire ce vol-là, pourquoi c'est moi qui ai eu ce vol-là? Mm-hmm. Puis les 150 commandants de bord chez Air Transat, qu'il fallait pas qu'ils parlent de son passé dans les journaux, c'est à moi. Ouais, c'est ça. Ça t'en fait, si t'appelles ça un hasard, des synchronicités, un coup de chance, ça en fait pas mal de synchronicités. Même la perte de carburant, je pense que c'est jamais ou presque arrivé. Non, ça arrive jamais. Une perte massive de carburant. Ouais, surtout en plein milieu de l'océan Atlantique. C'est beaucoup d'éléments improbables. Il y a quelque chose qui tire, il y a quelqu'un qui tire les ficelles à quelque part. Tu comprends? Le genre de gars que je suis, mon passé, mon expérience, mon instinct, mon senti, l'intelligence, ma naïveté, l'être humain que j'étais, avec tout le bagage positif et négatif que j'avais accumulé à ce moment-là, j'étais le gars idéal, sans me vanter, j'étais le gars idéal pour une patente de même arrive. Tu sais, tu me demandais après, tantôt, quand le deuxième moteur a arrêté, j'ai pas pensé. Tu sais, tout ce que je voyais, tout ce que je cherchais, c'est une solution à ce problème-là. Je voulais l'ouvrir, la porte de la solution. Tu sais, puis à force à mesure que ça s'avançait, la porte s'ouvrait, puis plus qu'elle s'ouvrait, plus l'adrénaline changeait, plus l'adrénaline. Tu sais, tout ça mélangé ensemble avec mon véhicule, là, l'être humain que j'étais, m'a permis d'atterrir cet avion-là. Tu sais, c'est la question à 100$, c'est pourquoi moi? Oh, oui, c'est ça. Ça fait 23 ans, puis pourquoi moi, je le cherche encore. Tu sais, le fait qu'on ait un podcast tous les deux, puis si je peux aider juste une personne qui va nous écouter, puis va dire, hey, c'est vrai, moi ici, tu sais, quand je parle à 200 alcooliques toxicomanes, puis je dis ma vérité, puis je parle de la méthode des associations anonymes, il y en a qui sortent puis s'en vont. Ils ne sont pas capables de prendre la vérité. Tu sais. Mais moi, je ne peux pas mentir. Parce qu'il faut que je dise vraiment c'est quoi ma maladie. Tu comprends? Il ne faut pas que j'arrive là, le commandant de bord qui est bien connu, l'héros national, de quoi qu'il va nous parler, tu sais. T'es vulnérable quand tu oui, il faut que j'arrive là avec mon attrait et non ma réclame. Tu comprends? Puis comment tu te sers de la puissance supérieure dans la vie de tous les jours aujourd'hui? Moi, je suis plugué direct, tu sais. Dans les associations anonymes, on marche avec 12 étapes. La méthode des associations anonymes est backée par 12 étapes, elle est supportée par 12 étapes. Puis la troisième étape, c'est que tu te lèves le matin, tu confies ta vie et ta volonté aux soins de Dieu tel que tu le conçois. Puis la 11e étape, tu lui demandes de te donner ce que tu es capable de faire dans la journée, pas plus, pas moins. L'être humain a été porté à se faire un scénario pour avancer dans notre carrière personnelle, avoir la plus belle femme, avoir le plus gros char, avoir la plus grosse maison, pour être en train de se faire des scénarios parce qu'on vit dans un monde capitaliste. Puis des fois, quand le scénario n'arrive pas comme on voudrait que ça arrive, on se dit tabarnouche. Là, tu viens en maudit contre le gars qui t'a supposé t'engager, contre ta femme qui veut pas te le plus gros char, ta femme est moins belle que l'autre, tu sais. Tu fais toi les scénarios, puis tu viens déçu quand ça n'arrive pas de la main. Mais dans le fond, si tu te levais le matin et tu disais, donne-moi juste ce que je suis capable de faire aujourd'hui, puis c'est ça qui va t'arriver. Tu laisses ça de côté, c'est le lâcher-prise. On marche beaucoup sur le lâcher-prise, mais le lâcher-prise, c'est dur à expliquer ça à quelqu'un. Très dur. Puis à le faire vivre.
Si je te demande de m'expliquer le mot compact, es-tu capable de mettre le mot compact en mots à décrire? Tu vas dire compact, c'est pas gros, c'est pas petit. Mais quand je vois un char compact, je sais que c'est compact. Mais pourquoi que ce char-là est compact, puis l'autre à côté ne l'est pas? Mais il est un petit peu plus petit, lui, c'est un petit char. L'autre, il est un peu plus gros, c'est un gros char. Ouais, tu comprends? C'est la même chose, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est faut que tu t'attendes, faut que tu demandes ce que tu es capable de faire dans une journée, de réaliser dans une journée, de t'en donner pas plus, pas moins. Puis après ça, l'oublier. Puis t'es-tu conscient dans une journée que des fois tu lâches prise? Ben oui, continuellement. Continuellement, il faut que je me parle parce que j'étais un gars qui marche à 100 000 à l'heure dans ma tête, comme je t'ai dit tantôt. J'ai pas juste des qualités. Là. Puis des fois, il faut que je me ralentisse. Tu comprends? Faut que je fasse attention pour pas tomber de l'autre côté. Mais quand j'ai su ma thérapie à 50 ans, puis j'ai compris les 12 étapes à 50 ans, j'étais 50 ans de temps à marcher sans comprendre ce qui m'arrivait. Ouais. Sans comprendre quel genre de bébite que j'étais, puis faire avec ce que j'étais sans savoir ce que j'étais. Tu comprends? La thérapie m'a permis de me connaître encore mieux. Puis aujourd'hui, penses-tu que tu te connais assez bien? Je me connais pas mal, ouais. Je me connais pas mal. Je connais mes limites, je connais de quoi je suis capable et pas je suis capable. Puis c'est quoi la différence que tu sens en ce moment entre quand tu te connaissais pas et aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, je suis moins téméraire. Aujourd'hui, mon affaire est plus réfléchie parce que mon scénario, le fou que j'ai dans la tête, là, il ne part pas en scénario tout de suite. Tu comprends? Je vois une situation, puis je suis capable de l'analyser et de la comprendre plus d'une manière cartésienne, d'une manière rationnelle, que d'une manière, hey, on va y aller à la tête baissée, bon, on va foncer. Tu sais? Aujourd'hui, je suis plus capable. Des fois, je l'échappe. Des fois, je reste pareil, puis c'est tout à fait normal, je suis un être humain. Parce que la beauté de la méthode des AA, c'est qu'ils n'ont pas connu personne qui ont été capables d'appliquer les 12 étapes à la perfection. On n'est pas des saints. Fait que ça t'ouvre la porte que tu peux te tromper. Tu peux mal l'interpréter, mais tu peux revenir. Tu sais, la 10e étape te fait revenir. Si tu t'aperçois pendant la journée que tu es en train de capoter, puis tu t'en rends compte, mais ramène-toi. Mais des fois, tu veux pas en revenir. Ça fait ton affaire de partir comme tu partais avant, ça la brosse, tu comprends? Ça fait ton affaire de te laisser aller, tu sais. Ah, mais c'est intéressant, ça, cet aspect-là, un peu de bienveillance envers soi-même, de dire je suis pas parfait, puis je me laisse cette liberté-là de oups, j'ai déraillé un petit peu, je vais revenir vers la bonne. Moi, quand j'étais un jeune pilote, là, mon premier vol de commandant, le chef pilote m'a dit, tu vois l'avion que là, va-t'en à Port-Meunier avec. Je n'avais jamais volé l'avion, je savais même pas ce qu'était Port-Meunier. Tu comprends? Puis quand je suis revenu, je suis allé prendre une bière avec le chef pilote, j'ai dit, s'il m'arrive quelque chose demain, là, j'ai pas d'entraînement, rien, j'ai 1 heure d'expérience. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais mon chum, il faut que tu te fies toute ta vie de pilote de ta carrière, qu'il faut que tu prennes une décision si t'arrive un problème. Je dis, moi, mais t'avoueras avec moi, avec mon heure d'expérience, la décision, les gros chances qu'elle soit pas bonne. Il dit, oublie-la, reprends-en une deuxième. Puis aussi longtemps, tu vas garder ton avion dans les airs, tu vas être capable de l'atterrir pour sauver tes passagers, pour sauver ton avion. Mais dans la nuit du 23 août 2001, c'est ce que j'ai fait. Mais ça, le bonhomme-là m'avait dit ça, lui, quand il m'engageait à être à Air Gaspé en 73. C'est 28 ans plus tard que je repensais à lui. Wow. Puis c'est ce que tu disais en plus tantôt, c'est qu'à chaque petite étape, tu ouvres la porte. Une petite action qui t'ouvre une porte qui ouvre. Lui, la beauté de la chose, c'est qu'il disait, tu prends ton ego, tu la mets de côté, parce que ça te prend un ego pour devenir commandant de bord. Mais quand tu rentres dans le cockpit, tu la mets de côté, ça, c'est pas facile. Puis deuxièmement, quand tu as une décision à prendre, puis tu prends ta décision, puis tu l'assumes, puis tu t'aperçois que tu n'es pas prêt à la bonne, lui, il m'ouvrait l'esprit de dire, ben oublie-la, pour reprendre une deuxième. Puis comment tu mets ça de côté, cet ego-là? Ton ego dans le cockpit. C'est que tu rentres, c'est que tu es plus petit que la matière. Ah, ouais. Tu sais, l'avion, là, c'est correct, c'est moi qui la contrôle, mais ça passe une chire. Le 28 roues, ce chemin, là, le gars qui s'en va avec sa grosse payload, là, puis l'autre en avant, il sac un coup de break. Lui, il sait tout de suite qu'il ne peut pas breaker aussi vite que l'autre. Tu comprends? Fait que lui, tout de suite, il vient en mode urgence. Tu comprends? Mais ça, c'est un peu la même chose pour un commandant de bord. C'est exactement pareil. On est des chauffeurs de truck dans les airs, tu sais. Fait qu'il faudrait que ton scénario soit en avant de la machine. Puis si ça se passe, tu sais, comme la fameuse expression en anglais, tu sais, expect the worst, but hope for the best. C'est exactement ça. Faut toujours que tu penses au pire, puis si ça se passe pas, tant mieux. Tu sais? Ça, t'essaies de montrer ça à des nouveaux. Tu peux pas, c'est l'expérience qui te fait dire ça. C'est pas une affaire que tu apprends dans les livres que tu es capable de pratiquer et d'étudier, tu sais. Puis au début que tu étais pilote, tu avais sûrement l'ego du commandant, d'être responsable. Je vais te donner un exemple. Pendant que j'étais au cégep, on est quatre pilotes, quatre étudiants, qu'on part avec l'avion, on fait le tour du lac Saint-Jean.
Tu pars de Chicoutimi, tu fais le tour du lac. Pas compliqué, là. T'as même pas besoin de pas étudier, de calculer. Tu fais le tour du lac, tu reviens. Tu comprends? Mais on arrive à Roberval, puis il y a du brouillard qui rentre à Chicoutimi. Moi, j'ai pas d'expérience. Je suis dans ma première année comme les 3 autres. Puis là, on était au sol à Roberval parce qu'ils nous ont appelé pour nous dire de rester à Roberval que le brouillard, c'est que là, ça fait 1 heure qu'on attend. Puis moi, ça me fatigue. Puis là, je commence à penser, quand j'allais au cégep de Chicoutimi, on allait à Saint-Honoré à l'aéroport en autobus. On partait de Chicoutimi, puis on allait à Saint-Honoré faire nos cours. Bien souvent, il y avait du brouillard. Puis quand on arrivait sur le dessus de la côte où est l'aéroport, je voyais toujours un espace entre le brouillard et le sol. Okay. J'ai dit, si je décolle d'ici, puis je m'en vais, je suis le Saguenay, on va être dans le clair, puis quand m'arrive sur la butte, on va être entre les deux, on va atterrir. Je dis pas ça à un ni l'autre, je dis au gars, vous restez ici, les gars. Ben oui, on attend. Moi, tu sais, j'ai embarqué dans l'avion, puis parti, j'ai atterri. Puis d'un coup, il me voit y arriver à Chicoutimi, à Saint-Honoré, je débarque de l'avion, non, madame, c'était le branle-bas de combat. Qu'est-ce que tu fais ici? Patati, patata. Puis là, je le respecte ma patente. Tu sais, comment. Ça fait du sens. J'ai toujours vu. J'ai jamais été dans les nuages. Puis, je ne sais pas pourquoi vous paniquez. Mais tu sais, ils peuvent pas se permettre, quand ils me donnent l'enseignement, de faire une affaire de même. Mais comment ça fait que moi, à 17 ans, sans expérience, j'avais pensé à ça? C'est que j'avais le talent. Mais je le savais pas. Ouais. C'était inné. Tu sais, à un moment donné, il m'envoie à Montjoli. C'est un vol voyage. Après ça, tu faisais des vols voyage un peu plus loin. Tu commençais par le lac. Puis après. Puis à un moment donné, je voulais aller à Montjoli voir mes parents, parce que moi, je viens de Montjoli. Puis plus j'avançais, plus que le nuage je descendais. Là, j'étais rendu comme à 100 pieds au-dessus de la route. Moi, je connais ma route, je viens d'être là, tu sais. Je dis, je peux pas continuer de même. À un moment donné, il y en a qui vont voir que c'est ce job de Chicoutimi, ils vont appeler. Fait que je dis, comment je fais pour virer de bord? Puis je tente 2 montagnes. Je peux pas virer. On frappait à montagne. Je m'ai monté dans les nuages, puis rendu à une certaine altitude, m'a viré de bord. Je sais qu'il fait beau en arrière. C'est ce que j'ai fait. Puis je me suis sorti de ça de même, mais jamais personne ne m'a montré ça. Tu comprends? C'est des affaires qui a fait que l'expérience que j'avais, que le gars avait marqué sur ma fiche Handling Above Average, que j'avais sans savoir. Mais lui, il passait tellement d'étudiants, il le voyait bien. Il voit, ben oui. Il le voyait bien. C'est ça qui choquait, c'est que j'avais le talent, mais je le gaspillais, mon talent. Tu comprends? Tu sais, quand tu étais jeune, toi, tu avais ce rêve-là déjà, mais ça vient-tu de quelque part ou c'est juste d'instinct, tu voulais? Moi, mon rêve, c'était de voyager. Moi, quand j'étais jeune, là, il y avait un présentoir à l'école avec des petites cases qu'il fallait que tu mettes un 10 cents. Puis quand la carte était pleine de 50 10 cents, ben, tu envoyais ça aux Chinois, aux petits Chinois en Chine. Okay. Puis là, je me disais, pourquoi le petit Chinois, il a besoin de mon 10 cents? Il vit pas comme moi. Moi, j'ai 3 pas par jour, j'ai un toit. Tu sais, naïvement, dans le temps, on n'avait pas Internet, fait que tu sais pas trop comment ça se passe dans le reste du monde. J'ai dit, ben, un jour, moi, il allait en Chine. Moi, j'avais le goût du voyage. Mon père, c'était un voyageur de commerce, il faisait le tour de la Gaspésie. Puis bien souvent, dans mes congés, j'allais avec mon père, puis moi, coucher dans les hôtels, manger dans les restaurants. J'aimais bien ça, tu sais. Puis voyager, je voyais du nouveau paysage, puis je disais, un jour, il faudrait bien que je voyage, il faudrait que j'aille voir mon Chinois à l'autre bout. Puis à un moment donné, ben, à 12 ans, je suis rentré dans un cadet de l'air. Il y avait juste... S'il y avait eu les cadets de la marine à Montjoli, je serais rentré dans la marine, mais c'est les cadets de l'aviation. Je suis rentré dans l'aviation. Puis là, j'ai vu que je pourrais avoir ma licence de pilote. Je disais, je pourrais faire ça, piloter, peut-être que je pourrais faire un pilote, peut-être que je pourrais voyager sans conviction. Je vais être capable de piloter un avion. Je me suis même jamais posé la question, je vais être capable de poser. Moi, je me dis, ben, ce serait le fun de faire un pilote. Tu sais, sans plus. Puis je voyais les avions atterrir, décoller à Montjoli, parce qu'on est à l'aéroport à Montjoli. Puis ça, je me disais, ma mère m'avait dit que quand je jouais, quand j'étais jeune, puis il y a un avion qui arrivait, j'arrêtais de jouer. J'étais le seul qui arrêtait de jouer, puis il regardait l'avion, tu sais. À 5 ans, mon père m'a emmené faire un petit tour d'avion à Montjoli. Puis le gars qui nous a fait le tour de l'avion, le pilote, il dit, on prend une photo de toi et tes enfants à mon père. Mon père est à genoux à côté de l'avion. Mon frère est debout à côté de moi. Moi, je suis jeune, je suis les genoux à mon père. Puis la photo est prise, puis je suis en train de regarder l'avion en arrière. Tu comprends? Ouais. C'est toutes des affaires qui ont fait que d'instinct, je suis devenu pilote d'avion sans y penser vraiment. Ta vie t'a amené là comme. Puis je me suis jamais posé la question, moi, tu sais être correct, moi, tu sais pas être correct. Tu sais, on a commencé 35 au cégep, on a fini 11. Pourquoi que les 24 autres sont fait mettre dehors? Je ne sais pas. Tu sais, pourquoi moi, je me suis pas fait mettre dehors? Tu comprends? Les autres, il y avait des comptes, il y avait des choses contre eux autres. Sur la fiche de l'instructeur ou peu importe, ou académiquement, il n'était pas à la hauteur, peu importe, tu sais. Fait que, tu sais, ça, quelque part, c'est... Quand tu regardes mon cheminement, il y a juste une chose qui ressort de ça, c'est que j'ai toujours été très honnête avec la vie.
personnellement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, j'ai jamais rien fait pour épater la galerie. J'ai jamais rien fait pour rabaisser quelqu'un. Au contraire, j'ai toujours voulu aider le faible et l'orphelin. Tu sais, j'ai jamais rien fait de ça. Tu sais, ma mère a fait du bénévolat toute sa vie, jusqu'à sa mort à 94 ans. Elle faisait encore du bénévolat. Tu sais. Ce côté-là de se donner à l'autre, tu sais, que toi, tu es capable de t'en sortir, même si dans le pire, tu sais, j'ai été dans les pires situations que tu peux pas être en tant qu'être humain, puis je m'en suis toujours sorti. Fait que tu as cette force de caractère-là en dedans de toi que tu sais pas d'où ça vient. C'est pas une affaire que tu t'assis chez vous à 20 ans et tu dis, ah, moi, j'ai une terrible force de caractère, on va faire telle affaire. Non, c'est la vie qui t'amène à ça, puis ta curiosité, puis ton envie d'avancer, puis ton envie de... Puis tu prends ce que tu as, puis tu penses que tu y penses même pas, ça vient tout seul. Tu comprends? C'est ça qui fait l'homme que t'es. Ouais, puis en étant honnête, ben, moi, j'ai jamais fait rien pour de l'argent. C'est sûr, quand je suis allé chercher de la dope, il y avait un montant d'argent relié à ça, mais c'était pas important, tu comprends? Puis j'ai jamais rien fait, mais j'ai jamais manqué d'argent. Tu comprends? J'ai jamais rien fait du côté pécunier. J'ai jamais voulu avancer ma carrière pour faire plus d'argent encore. Tu comprends? Moi, suivi, c'est ça, ce que tu avais besoin de vivre. Moi, c'était plus le trip. Ouais, c'est ça. Comme quand je serais à 15 ans, mon père, on est venu visiter l'Expo 67. Puis on se promenait à travers papillon. D'un coup, je suis tombé dans le pavillon de la Thaïlande. C'était une pagode avec des feuilles d'or, là, tu sais. Puis je suis rentré là, puis j'ai vu Bangkok en gros, écrit. J'ai tombé en bas de ma chaise. Mon père dit, viens t'avoir non, moi, tu viendras me chercher dans une heure. Ça, je me suis dit, un jour, il faut que j'aille à Bangkok. À 15 ans, je suis tombé sur la connaissance. J'ai dit, tabarnouche, moi, il faut que je voyage, tu comprends? Mais je me suis pas fait un plan de voyage. J'ai dit, c'est ça que je veux, voyager, comme mon père. Mon père, lui, a fait le Québec au complet. Moi, je voulais faire plus grand que le Québec. Tu comprends? Puis, les circonstances ont fait que quand tu penses à quelque chose, puis tu le lances dans l'univers et tu lâches prise naturellement, ça va t'arriver. Autant dans le bon que dans le mauvais. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu lances dans l'univers. Quand tu y crois, puis tu as lâché prise. Tu sais, moi, j'ai été 5 ans chez Québécois comme pilote. Quand tu allais sur ce modèle d'avion-là, il fallait que tu signes pour 5 ans. Tu ne pouvais pas sortir de cet avion-là. Mais au bout de 3 ans, tu les mêmes routes. Le même temps, la même météo, les mêmes pilotes, les mêmes agents de bord, les mêmes passagers. J'étais tanné, le gars qui avait soif d'aventure. Je lisais un Reader Digest, puis je lisais l'histoire d'un gars qui avait été chercher de la coke en Colombie pour emmener ça à Miami en avion. Moi, sur le coup, je dis, c'est ça, il faut que je fasse, ça. me sortir de ma patente ici qui est plate au bout. Mais moi, j'ai lancé ça dans l'univers, mais j'y ai cru que c'est ça. Je voulais vraiment faire ça. Puis pourquoi, quand j'ai été mis à pied, 4 ans plus tard, j'ai eu un offre d'aller chercher de la dope en Jamaïque. C'est pas moi qui l'ai orchestré, la rencontre avec ce gars-là. Mais. Elle est arrivée à toi. Je l'avais lancé dans l'univers pareil. Ouais. C'est le mauvais côté. Mais pourquoi je l'ai lancé dans l'univers? Pour sauver la vie de 306 personnes. Ouais, c'est ça. C'est quand tu regardes ça à grande échelle. Mais c'est pour ça qu'au final, ce que tu lances dans l'univers va toujours t'amener à quelque part que tu as besoin de vivre au final. Et quand je dis aux gens, la prison, je suis pas fier d'avoir fait de la prison. Mais si la prison m'a permis de sauver 306 personnes 16 ans plus tard, tant mieux que j'ai fait de la prison. Tu comprends? Parce que ça m'a donné le caractère. Parce que le petit gars qui est rentré en prison, puis le petit gars qui est sorti de prison, c'était pas le même gars. J'avais évolué dans mon cheminement personnel sans me rendre compte que j'avais évolué. Tu comprends? L'évolution, tu t'en rends pas compte, tu sais. Ben non, c'est toi. Les autres voient ça d'une personne, mais quand c'est nous, c'est dur de voir notre évolution. T'es pas porté à penser. Tu penses que ta vie, c'est ta vie. Tu comprends? Quand je te disais au début de l'entrevue, les gens me disent t'as une histoire. C'est pas une histoire, ma vie, c'est ma vie. Elle n'est pas finie. Tu me parles comme si l'histoire est finie. Non, c'est ça. Je continue de faire d'autres choses aujourd'hui, tu sais. Ben c'est très, très inspirant, en tout cas, tout ce que t'amènes. Puis je veux juste aller sur un autre point. T'es devenu, je pense, flexitarien. Est-ce que tu l'es encore ou... toujours, oui. Toujours? Ouais. Est-ce que je pense que c'est ta conjointe qui t'avait amené un peu ce mode... Ouais, c'est un peu le mélange des deux. Ma conjointe, c'était une autre affaire, ça. Comment ça, j'ai marié cette femme-là? Ouais. Moi, j'ai 3 enfants, 3 femmes différentes, tu sais. J'ai toujours été un courroyeux de jupon. C'est pourquoi qu'elle, je tombais avec, je l'ai mariée, puis 29 ans, j'étais avec elle. Tu comprends? Elle, la deuxième journée qu'on s'est rencontrés, je l'invite à aller voir un film. Puis après le film, on s'en va manger. Je la connais pas, là. Je l'ai vue une fois 2-3 jours avant.
vite fait, sur l'heure d'un lunch. Puis là, c'est là que je l'ai invité à aller au cinéma. Elle a dit oui. On s'en va manger après. Ça fait pas 10 minutes qu'on est assis. Elle dit as-tu déjà fait de la prison, toi? J'étais en France, là. Moi, j'ai travaillé 6 ans en France. Il n'y a aucune manière qu'elle sait que j'ai fait de la prison, parce qu'elle ne connaît pas personne dans mon entourage. Puis ça ne s'est pas popularisé, ça ne s'est pas médiatisé, le fait de la prison. Quand j'étais en 85, l'informatique ne marchait pas, tu sais. Il n'y avait pas d'Internet dans le temps. Puis je me suis dit en moi-même, j'ai dit tout ou je dis pas. Parce que moi, elle m'intéressait, tu comprends? Ben, je dis, on va casser le moule tout de suite. Je dis, assis-toi, j'ai une histoire à te conter, là. Mais elle, pourquoi qu'elle a eu ça? Parce qu'elle, le genre de gars que j'étais, son aspiration personnelle à elle, ce qu'elle voulait devenir dans la vie, le genre de gars qu'elle voulait marier, c'est à moi. Mais pourquoi moi, j'étais un alcoolique, puis elle a horreur des alcooliques. Tu comprends? Elle prend même pas un verre de vin, ma femme. C'est une Française. Tu comprends? Pourquoi qu'elle a décidé de me marier à moi pareil? Parce qu'elle aussi, elle avait quelque chose à apprendre. Et elle, quand tu décortiques sa vie, ça y prenait un gars comme ça, moi. Ouais, c'est ça. Pour faire sa vie. Puis moi, sachant qu'un jour, ma puissance supérieure savait que j'allais arrêter de consommer, ben, ça me prenait une femme comme elle. Parce que j'avais le petit chasse-sport avec qui je sortais tout le temps avant. Mais c'est sûr, j'aurais divorcé depuis. J'aurais pas été capable de suivre. Ou elle n'aurait pas été capable de suivre dans mon nouveau cheminement. Ben, pas nouveau, mais dans la continuité de mon cheminement. Tu comprends? Fait qu'on dirait que la vie, là, c'est fait. Quand tu viens au monde, là, c'est tracé. Elle est dessinée. C'est toi qui changes le tracé. C'est ça. Tu comprends? Parce que selon tes inhibitions, selon tu y comprends, selon ce que tu veux réussir dans la vie, tu prends des tournants à gauche pas à droite, puis des fois, mais il faut que tu reviennes toujours dans ta ligne directrice. Tu sais. Mais ta ligne directrice, c'est quoi? Faut que tu le trouves, c'est quoi ta ligne directrice? Puis ça, c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis souvent, c'est avec l'expérience, quand tu vois la vie, que tu dis, ah oui, c'est pour ça que cette situation-là est arrivée. Il faut t'apprendre de tes erreurs. Faut tu sais, quand tu écoutes les vieux parler, là, ou tu lis des livres sur les cheminements personnels, des gars, tu sais, des personnalités connues à travers le monde. Tu sais, quand Mandela a passé 28 ans en prison, puis il sort de là. Moi, j'ai passé 1 an et demi. Comment il a fait, lui, dans les prisons que lui était, contrairement à ce que moi j'étais, c'était la Holiday Inn, tu sais. Comment il a fait pour continuer à croire? Ouais, c'est ça. C'est des forces de caractère inouïes. Hein? C'est pour ça qu'il est devenu le Mandela qu'il était. Lui, il s'est servi de sa patente pour l'apartheid et influencer les Noirs et tout. Hein? Encore là, son désir était énorme de faire Gandhi, c'est la même affaire. Mère Teresa, tous ces rangs-là, Dalai Lama, tu comprends? C'est tous des grands qui se servent de leur instinct, de leur vécu, tu sais. Tu sais, Gandhi, c'était un avocat qui réussissait très bien dans sa vie, puis d'un coup, il était bien gainé, il a peace and love, tu sais, c'est quoi le cheminement dans ta tête, là, tu comprends? Ça devient plus grand que toi, tu comprends? Moi, je suis devenu plus grand que moi, tu sais. Si j'avais juste atterri le vol 236, on en aurait parlé pendant 1 mois, puis ça serait arrêté là. Mais le fait que j'avais fait de la prison, c'est là que les Québécois ont embarqué. Ça, on aime ça. Oui, ça, on aime ça. Qui n'a pas fumé un joint dans sa vie, tu comprends? Quelque part, là, ils ont dit, hey, c'est qui ce bébête-là qui a fait de la prison? Parce que quand on regarde toutes les compagnies aériennes confondues à travers le monde en 2024, cherche-moi un commandant de bord qui a fait de la prison, de transport de drogue, c'est un gros porteur. Si t'en trouves un deuxième. Ouais, c'est ça. Il doit pas en avoir beaucoup. C'est ma résilience à moi. Le fait de foncer tout le temps, de jamais laisser tomber, de toujours aller plus loin, puis me servir de mon aide et de ce qui je suis pour aller plus loin. Ouais, tu sais, m'a donné un exemple. Moi, à l'âge de 17 ans, d'un cadet, quand je te disais, je suis devenu pilote privé d'un cadet, là. J'ai fait 5 ans d'un cadet, puis j'ai eu ma licence de pilote, quand je te disais tantôt. Là. Mais il y a un gars avec moi qui venait d'ancienne Lorette, que lui, on a gradué ensemble. Puis lui, on a fini tous les deux nos carrières à Air Transat en même temps, 65 ans. OK. Lui, on a travaillé ensemble aux Îles-du-Nord, travaillé ensemble à Québec Air. Il a marié un agent de bord, il a eu 2 enfants, puis il a eu une vie linéaire. Moi, toute ma vie, c'était en zigzag. Puis j'arrive à 65 ans, je fais le même job que lui, même salaire, hein? Puis je suis l'héros national, puis je suis populaire. Je sais pas si lui se pose la question, c'est-tu moi qui ai fait une bonne vie ou c'est lui? C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On arrive tous les deux à la même place, au même niveau. Puis en plus, moi, je suis vedette. Tu sais, il doit se poser la question, j'ai-tu fait correct, moi, dans ma vie? Linéaire, puis ça me met de l'argent dans mes rires, ramasser, préparer ma... Lui, c'était... Tu sais, pas dire ce style-là. Là. Il n'a jamais fait d'argent de côté, il a toujours couru après. Il joue pompe, il fait de la prison. Puis en plus, il sauve ma compagnie, puis en plus, tu sais, il finit à 65 ans en même temps que moi, puis en plus, il est vedette, tu sais.
Mais c'est ça qui est beau, je pense, que tu parlais de l'honnêteté. Ouais. Tu sais, que tu aies dit à ta conjointe que oui, j'ai fait de la prison, je t'explique mon histoire. Tout ça, c'est très puissant, je pense, d'être honnête avec soi et avec les autres. Ça, c'est dur, parce que dans le oui. monde qu'on vit présentement, avec l'influence des médias, on pense toujours qu'avoir la plus grosse montre, le plus gros char, la plus grosse maison, la plus belle fille, on pense qu'on a réussi. Tu comprends? La réussite sociale est comme biaisée. À la place de la réussite personnelle, on met la réussite sociale qu'on essaie d'associer ça au personnel. Mais tu peux être le pire des trous de cul avec le plus gros char, la plus grosse maison, la plus belle femme, mais t'es un esti de trou de cul. Puis t'es pas bien. Puis t'es pas bien que toi-même, mais tu débondes par tout ce que t'ajoutes, ton matériel, que toi, tu l'as, la patente. Mais dans le fond, t'es pas heureux, tu sais. Puis comment t'as vécu ça, toi, de devenir célèbre sans le vouloir? Ben, j'ai eu une pratique quand je suis sorti de prison, hein. Moi, quand je suis sorti de prison, là, je ne peux pas parler à personne. Je ne peux pas compter ma patente. Tu sais? Puis demain matin, il faut que j'aille un quart de pain, puis il faut que j'aille une pinte de lait, il faut que j'aille un appartement puis un char. J'ai plus une scène dans mon compte de banque, plus une scène dans mes poches, puis je suis plus capable d'avoir un job dans l'aviation. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, on fait d'autres choses. On verra bien si ça va t'amener. Fait que j'ai été travailler en centre-ville comme barman, puis je me suis refait tranquillement pas vite. Tu comprends? Mais il reste toujours que l'honnêteté dans ma démarche pour m'en sortir mais pas de laisser tomber a fait qu'un jour, j'allais à la chasse avec un de mes clients qui était client dans mon bar. J'allais à la chasse au chevreuil. Lui, il a tué un chevreuil avec un 10 pointes. J'ai dit, tu vas faire empailler ta tête. Je dis oui. Puis il m'appelle, il dit, hey, la tête empaillée. L'empailleur, il l'a mis au salon de la chasse et pêche. Je vois que ma blonde du temps, j'en regarde la tête qui était exposée. D'un coup, je vois la chasse à Port-Meunier. Moi, j'ai commencé ma carrière en allant chercher les chasseurs à l'île d'Anticosti. Tu comprends? Fait que je dis, on va aller voir c'est qui fait la chasse à Port-Meunier. Le gars me dit, la compagnie qui assure le voyage des passagers, des chasseurs. Puis le chef pilote, ça donne, je le connais. C'est un gars que j'ai aidé dans une cause, comme 15 ans avant, qui avait été accusé d'une patente qu'il a faite dans l'avion. Puis moi, j'ai été témoigné, puis il s'en est éclairé. Pas juste dû à mon témoignage, mais ça avait aidé. Fait qu'il m'en devait comme à moitié d'une. Je l'appelle. Il dit, ce que t'es? Il dit, tabarnouche. J'ai dit, tous tes pilotes, c'est plein d'emplois au Québec, puis on cherche des pilotes d'expérience. C'est sûr que j'ai besoin de toi si tu veux travailler. C'est de même, je suis revenu dans l'aviation, 3 ans après avoir sorti de prison. Tu comprends? Mais la fait d'aller à la chaque, pourquoi j'ai décidé d'aller à la chaque à ce gars-là? Tu sais, puis c'était pas un gars, c'était juste un client, c'était pas un de mes grands chums. Tu sais, c'est lui qui m'a fait que j'ai revenu dans l'aviation. Wow. Puis là, j'ai vu que dans l'aviation, je ne pouvais pas atteindre les hauts niveaux à cause de mon passé. Tout le monde connaissait mon passé. Ben, j'ai mon exilé en Europe. Mais en Europe, il y avait une pénurie de pilotes, puis il engageait des Canadiens français. On avait à peu près 100 Canadiens français qui étaient allés travailler en Europe parce qu'il y avait besoin en Europe. Mais c'est pas moi qui ai créé la crise de la pénurie de pilotes en France. Mais je m'en suis servi. J'ai dit, je vais aller prendre de l'expérience en France. J'aurais pas d'expérience de traversée, mais moi, avoir un avantage sur le Québécois qui n'a jamais été en France, en Europe, que quand on m'a fait l'application, le fait que j'ai fait de la prison, ça va peut-être compenser. Puis c'est de même que je suis rentré à la Transat en 96. Avec mon expérience française, tu sais. Puis aujourd'hui, tu le vis comment encore? Parce que tu es quand même invité souvent à plein de places, tu fais des conférences, on te voit beaucoup encore. Tu vis ça comment? Ben moi, je vais toujours aller chercher celui qui souffre. Tu sais, ma quête d'aider celui qui souffre, qui est la 2e étape des fameuses 12 étapes que je te parlais, là, c'est de toujours aider celui qui souffre. Je ne pourrais pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas sauver tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut se faire sauver non plus. Mais il reste toujours que si je peux en influencer un de temps en temps, pour y faire juste par le fait qu'on se parle tous les deux, on va peut-être en marquer un qui va écouter ça, il va se dire, hey, c'est pas fou ce qu'il a compté là. Puis c'est vrai que moi aussi, dans ma vie, que oui, c'est vrai que c'est pas de la synchronicité, c'est vrai que telle chose m'est arrivé. Il faut que tu sois réveillé à ce qui t'arrive dans ta vie pour pouvoir progresser. Mais tant mieux si j'ai aidé le monde. Je sais que le 236 me donne une certaine crédibilité pour parler, mais il faut que je dise la vérité. Tu sais? Il faut que je sois humble, puis il faut que je dise la vérité. Je me force pas à l'être parce que je le suis de nature, mais il faut que je dise la vérité, il faut que je sois honnête avec les gens. Il faut que je leur compte vraiment qui je suis. Puis quand ils disent que le commandant est en train de me décrire ma maladie, que j'ai de la toxicomanie, puis lui, il s'en est sorti, ben, si ça peut l'influencer, tant mieux. Tu sais? C'était un peu ma quête. Puis pourquoi ça m'arrivait à moi, cette histoire-là? Je te disais au début, pourquoi moi? Tu sais, que ça aurait pu arriver 1 heure après, j'aurais été atterré à
à Lisbonne, le crew qui attendait pour prendre l'avion pour la ramener à Toronto, ça y est arrivé à lui. Pourquoi ça peut arriver 1 heure après le décollage de Toronto? J'arrêterais à Mirabel. Tu n'auras jamais entendu parler de moi. Pourquoi c'est arrivé de la manière que c'est arrivé? Ça, je me pose encore la question, pourquoi moi? Ouais. Puis le côté d'essayer de faire comprendre aux gens, d'être honnête, de rigoureuse honnêteté avec soi-même, puis d'arrêter d'aller dans la consommation, d'un plaisir que ça vaut pas la peine d'être vécu. C'est pas facile, parce qu'on vit dans un monde capitaliste, puis t'es bombardé de tous les bords, de tous les côtés, que ton rang social, c'est le rang de l'argent que tu es capable de mettre sur la table. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec ta personnalité. Ouais. Mais je pense que la vie a bien choisi la personne aussi. Là. Aujourd'hui, c'est ça, t'as un message que tu portes, que tu veux aider aussi. Puis je pense que c'est pour ça qu'on. Ouais, mais je trouve que je rejoins pas encore assez de monde. Non? Tu comprends? Il faudrait quasiment que j'aille un centre belle, là, puis il y a 20 000 personnes et je leur parle. Tu sais, Mike Ward, il fait un podcast, puis il en touche du monde. Il intéresse le monde parce qu'il est comme mec, les gars sont sur la brosse, puis là, c'est correct. Mais faudrait qu'on soit capable d'arriver à ça. C'est pas moi, quelqu'un d'autre. Que les 20 000 soient là. Comme j'étais allé voir le Dalai Lama au Centre Bell. T'as 20 000 personnes, puis tout le monde l'écoutait, là. Tu comprends? Ouais. C'est parce que lui, il est connu, puis il transpire la spiritualité, puis le monde sont prêts à ça. Tu sais? Ouais. Mais moi, j'aimerais être capable de vulgariser les émotions que les gens vivent, comme quand je parle dans des meetings AA, quand je fais un partage, de la manière qu'on se parle présentement, parler des vraies affaires, faire réveiller les gens. Tu comprends que la course au bien-être n'est pas nécessairement le bien-être matériel. Ce qu'on associe présentement en 2024, c'est le bien-être matériel. Tu comprends? Que si tu as réussi matériellement, tu as réussi dans la vie. Mais un jour ou l'autre, tu viens que tu réalises que c'est pas ça. T'as des pauvres qui sont bien, puis t'as des pauvres qui sont pas bien, t'as des riches qui sont bien, t'as des riches qui sont pas bien. Tu vas en Inde, là, tu vois un gars tenu sur le bord de la rue qui quête. Il n'a même pas besoin de linge, lui. C'est vrai. Je me mettrais tenu sur le coin de la rue ici demain matin. Pas sûr que je serais bien. Non, mais il t'enformerait, ce sera pas long. Oui. Tu comprends? On va dire, le gars, tu sais. Mais en Inde, le gars, il te regarde pas d'une manière. Non, lui, tu sais, le gars, il est assis, il fait des prières, il est assis en lotus, là, puis le monde s'assied à côté de lui, puis il touche, puis lui, il fait un signe, puis il met une petite chose rouge dans le front, puis lui, il est heureux de même. Lui, il va mourir comme ça. C'est ça qu'il a besoin. Lui, il n'a pas besoin de 3 bols de riz par jour, puis il n'a pas besoin de linge, puis il fait beau, puis ça finit là. Tu sais, puis ça, il n'y a pas juste un qui est comme ça. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont comme ça. Non, mais c'est là que tu réalises que nous autres, c'est-tu nous autres qui l'ont ou c'est eux autres qui l'ont? Tu sais, une fois, j'étais au Maroc, on s'en allait de Casablanca jusqu'à Essaouira jusqu'à Casablanca. Puis sur le long de la route, à un moment donné, j'arrête la route. Ma femme m'a dit, pourquoi t'arrêtes? Je guette le cultivateur dans le champ. Il est avec son petit gars. Il est avec un cheval, puis la fait pour défricher, déjà l'emportant. Hein? Il est archaïque. Oh, ouais, c'est ça, la bonne frère. Il est arrêté, puis il regarde la mer. Puis il est en train de pointer quelque chose à son gars. Puis j'essaie de voir ce qu'il voit, puis on ne voit rien sauf la mer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à son gars? Tu comprends? Ouais. C'est ça la vie. C'était ça la vie. On est dehors, il fait beau, tu es en train de défricher tranquillement, pas vite. On a juste assez pour manger. Faut que tu prennes le temps de vivre, mon garçon. Tu sais? Peut-être ça qu'il est en train de dire, je ne sais pas. Ou il pointe l'horizon. Toi, je te paye des études. Faut aller plus loin que ton père. Tu sais? On ne sait pas ce qu'il est en train de dire, tu sais. Mais il a pris à peine d'arrêter pareil. Tu sais, c'est toutes des images qu'il faut que tu te fasses réfléchir, que la vie. Ouais, d'être dans la gratitude de ce qu'on a aussi. Tu sais, j'ai ma fille la plus jeune, elle a fait son doctorat en psychologie, là. Puis depuis qu'elle est rentrée dans la grosse psychologie, tu sais, elle analyse tout. C'est normal, hein? Ben oui. Elle étudie là-dedans, puis elle est en train d'analyser sa propre éducation, puis elle dit, maman a fait ci, papa t'a fait ça, puis tu sais, ben, elle n'a pas encore l'expérience de la vie, mais elle est en train de l'apprendre dans le livre. C'est comme mon jeune copilote qui arrive, qui a appris à piloter le 330 dans un livre. Tu comprends? Puis il voit un orage électrique, puis il a appris dans les livres que l'orage électrique, il ne faut pas qu'il rentre dedans. Mais il n'a jamais vu un orage électrique. Il arrive devant, il est tellement ébahi par l'orage électrique, il perd ses moyens. Mais ma fille, aujourd'hui, à 28 ans, elle me parle de ses recherches, la patente, puis elle fait du très bon travail. Puis elle est rentrée de doctorat à 27 ans. Première shot, déjà là, c'est extraordinaire. Mais il reste toujours qu'elle n'a pas l'expérience de la vie. Quand elle va réussir son doctorat dans 3-4 ans, puis elle va être docteur, puis elle va commencer à avoir des weirdos
dans son cabinet. Là, elle va peut-être commencer à réfléchir. Dire, mon père et ma mère, dans le fond, ils n'étaient pas si pires que ça. Parce que là, elle va avoir l'expérience de ce qu'elle a étudié, de mettre en pratique. Bien souvent, la pratique, ce qu'elle a étudié ne marche pas avec la pratique. Tu comprends? Il y a un instinct qu'il faut que tu aies, faut que tu développes dans n'importe quoi, qui est l'éducation puis l'apprentissage, c'est correct, mais il faut que tu sois capable de passer à côté. Puis tu sais, peu importe le parent, tous les enfants du monde ont des blessures. Fait que peu importe ce que tu fais, même si c'est plus bienveillant au monde, il reste, tu vas y faire des blessures d'une façon ou d'une autre. Fait que c'est l'enfant qui doit évoluer là-dedans. À un moment donné, il faut qu'il comprenne. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais c'est pas facile. Pas facile. Non, fait comprendre à un alcoolique toxicomane, arrête de consommer, puis ta vie va bien aller. Ça, c'est vrai. Le gars, il arrête 2 mois, puis il est dans la merde encore. Mais c'est parce que 2 mois, c'est pas assez. Ta traversée du désert n'est pas finie. Tu comprends? Mais ça, il voudrait que ça aille plus vite. Mais il faut que tu lui fasses comprendre que ça peut pas aller plus vite. Ça va aller au rythme qu'il faut que ça aille. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Si tu fais ta 3e étape, tu lui demandes, tu confies ta volonté et ta vie, lui, il va t'arranger ça. Mais il faut que tu y croies à ça. La première étape, c'est qu'il faut t'admettre que tu as un problème, puis que ce problème-là fait perdre le contrôle de ta vie. Ouais. Hey, moi, quand ils m'ont dit, tu as perdu le contrôle de ta vie, gros job, gros salaire, 2 chars dans le cours, maison payée, écoute bien, j'ai le contrôle de ma vie. C'est quand tu penses que la boisson est en train de contrôler ma vie. Parce que quand tu arrives à 4e étape, puis tu fais une étude de toi-même, tu t'aperçois que dans 30 ans de consommation que j'ai eu, dans ce 30 ans-là, les 2 choses qui venaient ma vie, c'est courir les femmes, prendre un coup. Ça n'a comme pas de bon sens. Faut que tu aies un dérèglement mental pour que ces 2 choses-là deviennent le plus important dans ta vie. Mais pourquoi? Je reviens à ce que je te disais tantôt. Tu vis au monde, tu vis puis tu meurs. Tu essaies de mettre un sens dans ta vie entre les deux. Puis ça, pour moi, courir les femmes, prendre un coup, c'est oublier que le sens de la vie, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est un peu compliqué. C'est intéressant. Avant qu'on finisse ça, t'aurais-tu un dernier mot, un conseil, quelque chose que tu veux lancer à la fin de l'épisode? Non, mais moi, j'ai rien à dire. Dans tout ce que j'ai pu dire, tout est complet. Tu sais, c'est l'honnêteté avec soi-même. Ouais. Puis l'honnêteté, c'est pas nécessairement de pas essayer de fourrer le prochain ou non, d'y en passer une vite, tu sais, ou tu balayes une chambre, là, puis tu mets la poussière en dessous du tapis, tout le monde te félicite pour avoir bien balayé, mais toi, tu sais que la poussière n'est pas partie. Tu sais, c'est ça l'honnêteté avec soi-même, tu comprends? Puis ça, c'est dur à obtenir en 2024, à obtenir cette honnêteté-là. C'est difficile parce qu'on est bombardé de tous les bords, de tous les côtés, que la réussite sociale, matériellement, c'est ça qui fait que tu es rendu un homme. Mais dans le fond, c'est pas ça pantoute. Puis on est la seule personne qui sait cette honnêteté-là, si on l'a ou non. Non, c'est juste nous. Je peux dire que chaque personne, quand ils prennent une décision sur un fait, ils savent s'ils font la bonne affaire ou pas la bonne affaire. Ça, tout le monde le sait. Puis bien souvent, ils n'écoutent pas la bonne affaire qu'ils ont à écouter, puis c'est là qu'ils se plantent. Mais vu qu'il y a l'orgueil puis l'ego rentre en ligne de compte, quand tu t'es planté, tu essaies de dire que c'est pas de ta faute, des fois, tu t'enlises 2 fois plus dans le problème parce que tu n'es pas assez honnête à toi-même de te dire c'est vrai, je l'ai ressenti que j'aurais pas dû faire ça, puis je l'ai fait pareil. Ouais. Mais qui a cette capacité-là de s'affronter à lui-même, de se confronter lui-même? C'est là que l'honnêteté rentre en ligne de compte. C'est challengeant, se confronter. Ouais, c'est un défi, c'est un gros défi. Avant de terminer, je veux te remettre ça, un petit cadeau du podcast. Mais c'est des lettres bienveillantes. C'était pas. Fait que c'est un mouvement bienveillant qu'on a parti, dans le fond, c'est 5 paquets de lettres. Puis ces lettres-là, en gros, il y a un papier à l'intérieur qui dit qu'il y a quelqu'un, un inconnu qui a pensé à un autre inconnu. Puis de prendre ce moment-là comme un peu de gratitude, puis de prendre un moment pour soi, puis de se dire que la vie, il y a quand même quelqu'un qui a pensé à toi à travers cette synchronicité-là. Puis ces lettres-là, ben je distribue ça un peu n'importe où. Fait que si tu veux aller dans un parc, au Rona, au peu importe, à l'épicerie, ben, je distribue ça un peu partout. On est rendu à 2000, plus ou moins 2000 lettres de distribuer. Ben c'est bon. Fait que c'est pour faire la différence dans une journée de quelqu'un. Tu sais que dans les associations anonymes, on a ça aussi. Ça s'appelle la vigne AA. OK. Ça sort à tous les mois. Puis ça a des partages de types comme moi qui racontent leur vie dans la ligne, puis ils parlent du mouvement, de la méthode, puis des étapes. Ça coûte 2 piastres. Quand tu l'achètes, ils te demandent de ne pas l'acheter. Écoute, tu l'as lu. Tu le laisses un peu partout à la pharmacie, chez le dentiste, dans un centre de sport, pour que quelqu'un
comme toi, quelqu'un le ramasse, puis se met à lire ça, puis s'aperçoit qu'il y a peut-être un problème de consommation, ou connaît quelqu'un qui a un problème de consommation, puis le donner. Ah! Puis la vigne A roule de même tout le temps. C'est bien hot, ça. Ah, ben c'est le même principe. Si tu t'intéresses à ça, intéresse-toi un peu plus au A. Ben oui, certain, c'est sûr. La je vais aller méthode, voir puis ça. les 12 étapes, là, puis tu vas voir que c'est bien pensé. Les membres fondateurs, Bill et Bob, les deux fondateurs des A en 1935, eux autres, ils ont revisité toutes les religions possibles au monde pour arriver à une idée de dire, c'est le même, parce qu'ils ont eu de la misère. Tu sais, ils recevaient des itinérants chez eux, puis ça percevait qu'il manquait quelque chose. C'est là que la spiritualité a sorti, puis ils ont fait un principe de vie avec ben c'est ça, dans les 12 étapes, c'est quand même beaucoup ce principe-là. Ah, mais il faut. De spiritualité. Tu as une connexion avec l'au-delà, t'as pas le choix, tu sais, avec ce que tu crois qui est ton Dieu. Tu sais, moi, j'ai ma mère, puis j'ai mon parrain qui est décédé, que j'avais dans les A. C'est mes deux forts. Dépendant de ce que je vis, mais je vais chez un ou je vais chez l'autre. Tu sais, c'est pour que quelqu'un m'écoute. Tu sais. Parce que des fois, des choses, tu peux pas parler au monde. Non. Comme moi, ce que j'ai vécu dans le vol 236, je pourrais te le compter, mais tu vas-tu le comprendre? Je suis pas capable de le dire à n'importe qui, parce qu'il n'y a pas grand monde que je connais qui ont vécu ce que j'ai vécu. Tu sais, je suis capable de te l'expliquer, en grosso modo, mais rentrer en profondeur. Ouais, c'est ça, le sentiment intérieur. Ça intéresse-tu vraiment les gens? Tu comprends? Ben oui. Puis un jour, je vais rencontrer probablement quelqu'un. Tu sais, mon but, c'est qu'un jour, je devienne à grande échelle. Tu sais, j'ai envoyé des petites roches à gauche et à droite, puis à un moment donné, ça va peut-être bien faire un rocher. T'sais, là, j'ai eu mon propre balado. Ça m'était offert. Je l'ai fait. Puis là, le balado, il était juste dans une radio communautaire. Là, il est rendu à ma TV. Il va passer à TV. Fait que là, on touche encore plus de monde. Oui, c'est bon. Ça va-tu m'emmener à une émission de télé? On ne sait pas. Ce serait peut-être ça que je voudrais, faire de l'intervention. Tu sais, tu prends un alcoolique toxicomane, tu le confrontes à son problème, tu le suis en thérapie, puis après ça, tu le suis dans son cheminement. Tu sais, ben non, comme je t'ai dit tantôt, un jour, ça va peut-être m'emmener au Centre Bell, on ne sait pas. J'aspire à ça, mais je suis peut-être pas prêt pour ça. Parce que demain matin, tu me dis, on fait le Centre Bell. Un petit peu, là, tu sais, comme toi. Mais j'aimerais ça en arriver à là. Tu sais, dire, ben, sans me prendre pour un gourou, puis sans dire que j'ai la science infuse, mais que la pratique que j'ai dans le milieu des alcooliques anonymes, puis le mode de vie que j'ai implanté, puis la vie que j'ai menée, ben ça peut peut-être aider les gens, tu sais. Clairement. Ben, merci pour tout ton partage, ton honnêteté aussi. Bien apprécié. Fait que tout le monde qui écoute, partagez ça pour que justement ton message fasse le plus de vagues possible. Plus de touches possible. C'est ça le but. Fait qu'un gros merci, Robert. Ça fait plaisir.